Bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast qui navigue parmi les nuages. Je suis comme d'habitude avec mon super light heavyweight de la communication, monsieur Jérôme Blin. Bonjour Jérôme. Bonjour Anthony. Et je suis avec notre invité du jour, Stanislas Castanas. Bonjour Stanislas. Bonjour, ça va? Ça va très bien et toi? Bah, écoute, comme une après-midi du mois d'octobre où il fait un petit peu froid, mais voilà. Temps nuageux, on va dire. C'est bien pour un cloud screener. Exactement. Tu me parles de temps nuageux un peu triste du mois d'octobre. Il y a 10 minutes, Jérôme me disait «Oula, faut que je coupe mon ventilateur, mais il va faire trop chaud». Bref, donc, Ambiance tropicale. merci Jérôme, tu fais rêver, c'est cool. Alors, on va commencer ce podcast par un petit chiffre au doigt mouillé sorti de ma plateforme. Sur notre belle planète compte à peu près 180 fournisseurs de cloud public. Je compte pas les éditeurs trop SaaS, je compte pas les clouds privés, j'essaie de compter vraiment ce que communément on a comme définition de cloud public. Sur ces 180, le consommateur lambda, il en connaît peut-être 7-8, quelque chose comme ça. Dans ces 7-8, il y a son quintuor de tête, c'est-à-dire les 5 qui placent en tête, les 5 leaders de marché qui voient. Dans ces 5 leaders, on peut placer bien sûr AWS, Google Azure. Après, le reste, Oracle, IBM, ou Alibaba, ou Huawei, ça dépend qui vous voulez mettre. Et après, bah, on en a 5, on en ajoute 7, on en rajoute 2, 3, qui sont plutôt les affinités que l'utilisateur, que le consommateur peut avoir. Donc, par exemple, je suis suisse, j'aime Exoscale parce qu'ils sont aussi suisses et que je veux de la souveraineté. Ou peut-être, je vais choisir un 3DS parce qu'il correspond plus à... Il s'aligne plus businessment parlant. Enfin, voilà. Un consommateur lambda, il a toujours 7-8 cloud providers sur son 80. Et on peut pas vraiment lui en vouloir parce que déjà, les leaders de marché, eux, ils ont une différence par rapport aux autres, c'est qu'ils ont un budget marketing qui est l'équivalent de 2 fois le PIB du Cameroun. Et ensuite, quand on parle de ces providers de type tiers 2 aux gens, souvent ils me répondent que bah, leur niveau de service il est incomparable avec un cloud provider de type Azure. Et c'est vrai que si on prend les 300 services que compte un Azure, c'est difficile de comparer ça avec un cloud provider qui fait compute plus object storage. Et c'est d'ailleurs un gros biais que j'ai souvent dans mes études où, étant donné que la consommation du marché du cloud, c'est 80% de la VM, moi je fais beaucoup de tests sur les VM, beaucoup de tests sur les block storage, sur les object storage, tout ça c'est du IaaS. Et quand on débarque sur un gros cloud provider de type Azure, bah en fait, comme je dis souvent, le compute, c'est pas du cloud, c'est pas que, disons, parce que prendre un hyperscaler, c'est beaucoup de services et la VM correspond pas en fait à la solution la plus directe pour votre problème. Et comprendre un hyperscaler, ça veut dire comprendre tous les services qui correspondent à mes usages. Et pour plonger dans la compréhension de ce dernier cloud, donc Azure de Microsoft, je vous ai dégoté un as, quelqu'un de très doué, loin d'être un bleu dans le domaine, bleu Azure. Et il a acquis une expérience et la qualification de MVP, c'est-à-dire Most Valuable Professional, titre donné Alors, par moi, Microsoft eux-mêmes. je ne suis pas MVP aujourd'hui, hein, je tiens à le préciser. Ah, Je suis un ancien de Microsoft et je ne suis pas MVP. d'accord. Mais les MVP, il y en a plein en France, hein. Je fais alors, je participe à la communauté comme tout le monde, hein, Mhm. mais ayant quitté Microsoft, j'ai pas pour l'instant ni revendiqué ou autre le titre de MVP. Donc, les MVP en France, il y en a, je sais plus, 100, 150 peut-être aujourd'hui. Il y a un nombre qui s'est élargi avec le temps parce que bah, les services se sont élargis, les produits de Microsoft se sont élargis, Clairement. hein. C'est des gens qui sont reconnus par Microsoft comme étant actifs au niveau communautaire, c'est-à-dire création de contenu en ligne, vidéo, blog, participation à des événements. On devient MVP ou MVP en anglais souvent quand on est
entre guillemets, proposés par des internes de Microsoft, ou on peut soumettre également à d'autres MVP qui eux-mêmes remontent. Et après, c'est entre guillemets un dossier qui est constitué et qui est après validé ou pas. Alors à l'échelle France, mais surtout à l'échelle de la Corp, qui a pareil un nombre de MVP à faire rentrer dans le programme. Donc je me Ok, revendique absolument pas MVP, je ne le suis pas, mais je suis bien un ancien de Microsoft, hein, j'y ai passé 23 ans. ok, Et je connais bien la communauté MVP parce que effectivement, j'ai fait partie des gens qui ont proposé d'autres gens pour devenir MVP. Voilà. très bien. Et du coup, MVP, j'allais te poser deux, trois questions là-dessus, ça tombe bien que tu les connaisses. Mhm. Euh, Stanislas, tu as très bien commencé la chose, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement à nous? Oui. Bah donc, je m'appelle Stanislas Castana. J'ai passé quelques années effectivement chez Microsoft, 23 pour être précis. Je suis rentré au début des années 2000 et je suis parti en décembre dernier, en 2023. J'y ai connu plusieurs vies, forcément, 23 ans. J'y ai connu plusieurs CEO. J'ai commencé avec Bill Gates, hein. J'ai eu Ballmer après qu'il a remplacé, Satya Nadella. Donc différents moments, différentes époques. J'ai fait beaucoup de Windows Server. J'ai fait des produits qui étaient des produits de sécurité qui ont disparu. Et puis, on va dire que début des années 2010, j'ai commencé à faire du cloud sur le début d'Azure, qui était à l'époque relativement simple à comprendre. Il y avait 5 services dedans, c'était plutôt facile. Et puis, avec l'arrivée de Satya en 2014, l'arrivée de l'infrastructure as a service en 2014, j'ai continué à en faire de plus en plus dans différents jobs. Et j'ai terminé, les dernières années, j'étais architecte cloud pour les partenaires et les éditeurs logiciels, toujours sur les parties Azure. Donc effectivement, j'ai vu grossir, on peut dire, le bébé, devenir de plus en plus complexe, on va dire le mot, hein, parce qu'au départ, quand il y a peu de services et peu d'options, c'est simple, et puis quand ça grossit, le ticket d'entrée devient de plus en plus élevé pour ceux qui commencent sur le sujet. Oui, Et donc, effectivement, alors moi, j'étais très focalisé sur les aspects infrastructure, sécurité et cloud native, donc tout ce qui était container et écosystème Kubernetes. Et puis, on s'était rencontrés sur des meetups, parce que j'avais également une affinité avec le monde du FinOps, parce qu'on oui, peut pas être un bon architecte si on fait pas un peu de FinOps derrière et d'automatisation. Voilà. Et puis récemment, donc il y a à peu près un peu moins d'un an, j'ai changé de compagnie, et j'ai quitté une grosse société de 220 000 personnes pour aller voir une société qui en a un petit peu moins, je crois que globalement on doit être à peu près 7000, 6500, 7000 dans le monde, quand même. d'après les chiffres de Wikipédia, et toujours un éditeur américain. Et donc je suis parti faire de l'hybride en fait, de l'hybride multi-cloud, ce qui veut dire basiquement que désormais mon spectre d'activité, c'est de promouvoir et d'aider à l'adoption des technologies de Nutanix en environnement Azure ou AWS, prochainement GCP et autres. Ok, très bien. Merci pour ce descriptif. Et du coup, passer de Azure à qui était la famille, la maison, avec le canapé douillet, à Ouais. Nutanix, finalement, t'as retrouvé un autre canapé, vu que tu fais pas exactement la même chose, mais t'es exactement dans le même bain, avec la même eau et le même bain moussant. Alors oui et non en fait, c'est-à-dire que en changeant, du coup je passe plus de temps sur AWS aujourd'hui, hein, parce que je dois également monter en compétences là-dessus et qu'on ne peut pas faire abstraction d'AWS en tant que fournisseur. Et donc globalement, ce qu'on appelle nous le NC2, Nutanix Cloud Cluster, donc l'implémentation de nos solutions chez les hyperscalers, chaque implémentation a ses petites subtilités et s'intègre dans du réseau, de la sécurité, de l'infra as code sur des éditeurs cloud. Et donc finalement, les bases que j'avais en termes de FinOps, je les réutilise aussi ici, parce que là encore, on utilise des ressources cloud, donc on cherche à les avoir au meilleur prix, et on cherche effectivement à avoir le meilleur, la meilleure empreinte en termes économiques euh, pour nos solutions chez les hyperscalers. Voilà. On pourrait dire un petit peu qu'on ubérise les hyperscalers, et quelque part c'est ce qu'on fait finalement, parce qu'on vient poser une solution, une stack complète qui intègre jusqu'à l'hyperviseur. Tu parlais de VM tout à l'heure. Bah ouais, on fait des VM sur un hyperviseur Nutanix, mais dans Azure et dans AWS. Ce qui peut paraître une hérésie pour certains, et je peux le comprendre, j'ai été à leur place en étant chez l'hyperscaler et en vendant la solution native. Mais là encore, quand on parle de FinOps, et qu'on met factuellement les chiffres et qu'on fait des études économiques sur le sujet et qu'on compare ce qui est comparable,
des machines virtuelles tournant sur du Nutanix dans Azure et des machines virtuelles Azure ou la même chose côté AWS, et quand on regarde les coûts passer certains volumes, on retombe sur nos pattes avec souvent des coûts qui sont inférieurs chez nous qu'en étant pur natif hyperscaler. Ce qui peut faire bondir les gens, mais en fait, ça s'explique après. Ça s'explique parce que aujourd'hui, quand les gens migrent, les organisations migrent de on-prem vers le cloud, ils font quoi? Ils font un assessment de ce qui est à demeure, et puis après, ils cherchent les équivalents en face. Et puis, l'équivalent, on l'a jamais exactement, parce qu'à demeure, on taille vraiment, j'ai envie de dire, au CPU et au giga près. Quand on arrive chez les hyperscalers, on a certes des tonnes de tailles de t-shirts différentes, donc les différents gabarits qu'on peut avoir, mais généralement, on va toujours tailler un tout petit peu plus, parce que on peut pas faire, je sais pas, 7 Go de RAM ou voilà, ou 5 vCPU. Donc on prend légèrement ce qui est juste légèrement au-dessus, et puis comme on n'est jamais trop sûr que c'est quand même aussi performant dans le cloud public, on se donne un petit facteur de confort, et puis ça, démultiplié par des centaines de machines, fait qu'à la fin, en fait, on repaye un peu plus que ce qui était prévu, voilà. D'accord. Donc nous, l'idée, c'est de densifier tout ça, et d'avoir, entre guillemets, moins de gâchis. C'est pas vraiment du gâchis, mais c'est moins de surconsommation, on va dire. Voilà. Mmh. OK. Bah, du coup, on tombe en plein dedans. Nutanix, c'est qui? C'est quoi? Moi, je vois le logo tout le temps passer un peu partout. Vu que mon focus est sur les providers de cloud et pas forcément les intégrateurs, bah, je plonge pas dedans. Et je saisis pas Nutanix, VMware, les clouds publics. Qu'est-ce qui se passe? Peux-tu m'expliquer c'est quoi cette société? Alors, on va reprendre un peu d'histoire. La société est assez jeune, elle a 15 ans, elle a été fondée en 2009. Son premier produit est sorti, si je dis pas de bêtises, en 2012. Et à l'origine, en fait, donc les gens qui ont créé la société Nutanix, qui est basée aujourd'hui à San José. Excuse-moi, donc on est en plein dans le début de cloud public, la démocratisation complète du cloud public. Pardon. Exactement. On est dans le début, entre guillemets, de la commodisation des ressources, en fait. Ouais. Et c'est exactement en fait ce que les gens de Nutanix, qui étaient en fait entre autres des anciennes Google, ont voulu faire. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire une solution qui permettait d'avoir du stockage qui pouvait scaler linéairement en rajoutant simplement des nouvelles machines. Et donc en fait l'idée, ils ont voulu bouleverser à l'époque l'univers du SAN, qui était donc le Storage Area Network, qui était en gros une grosse baie où on met plein de disques et sur lequel on attachait les hyperviseurs dessus, en gros, et les bases de données pour faire du stockage à haute performance. Mm. Et leur idée, en fait, c'était de dire, plutôt que d'acheter un gros bloc, d'avoir une sorte de monolithe qui est le SAN, avec derrière des réseaux un peu complexes, spécifiques pour le SAN, etc., c'était de prendre un ensemble de serveurs, de prendre l'ensemble des disques locaux de chacun de ces serveurs, d'agréger le tout de manière virtuelle, et puis d'exposer tout ça après pour des hyperviseurs. Ça, c'était le début de Nutanix, en fait. Et donc, cette solution de stockage distribué, finalement, donc il peut toujours grossir linéairement. On a besoin de plus de stockage, on rajoute des nœuds, et voilà, c'est très linéaire et très prédictible. Les performances vont avec, d'ailleurs, au passage. Et puis, donc, du coup, dès le départ, Nutanix s'est adossé avec des constructeurs matériels, a proposé du hardware qui faisait ça, en fait, qui était certifié pour la solution. Et puis, les cibles, les clients en face, étaient des gens qui avaient des hyperviseurs Hyper-V, VMware, et qui venaient remplacer ou prendre en alternative de leur SAN ce type de solution. Mm. Ça a duré jusqu'en à peu près en 2014, c'est ça 10 ans aujourd'hui. En 2014, du coup, la Nutanix a sorti son propre hyperviseur. Ils ont pris KVM, ils en ont fait un dérivé, ils l'ont rendu enterprise ready en termes de fonctionnalité, et donc du coup, on commençait à avoir une solution hyper convergée, dans lequel effectivement on avait à la fois les machines virtuelles et puis le stockage, tout en gardant cette ouverture d'esprit qui était de dire on accepte toujours et on fait toujours du stockage pour des clients qui ont de l'Hyper-V ou des clients qui ont du VMware derrière. Et puis le produit, du coup, donc on a été bien connu pendant des années là-dessus, et donc l'empreinte de départ était effectivement le data center, de proposer finalement des solutions hyper convergées, et on peut dire qu'on était à l'origine de l'hyperconvergence et un des leaders. En face, le monde VMware également a évolué dans le temps. Alors j'ai moins la timeline de VMware, mais VMware effectivement à l'origine faisait de la virtualisation et se rattachait à des SAN externes de type NetApp ou autre. Je ne connais pas tous, mais voilà, c'est l'idée derrière. Et puis VMware a commencé à proposer également de l'hyperconvergence avec vSAN. Donc vSAN, le principe est le même, on prend le stockage local des différents nœuds, on crée un SAN virtuel et on se connecte dessus. Côté Microsoft, il s'est passé la même chose. À partir de Windows Server, alors je crois 2016 si je dis pas de bêtises, on a commencé à pouvoir faire du Storage Space Direct, S2D,
et puis avec des Hyper-V derrière et de faire donc un monde hyper-convergé. Donc jusqu'à là, on pourrait se dire que la société, elle a une empreinte forte dans le data center sur ces domaines-là. Et puis, la société a grossi, elle a fait également des rachats, et elle a commencé du coup à voir d'autres choses. Donc Kubernetes est arrivé il y a déjà quelques années, donc il y avait un moteur Kubernetes fourni dessus, un dérivé, enfin un vanilla, pas rien d'extraordinaire derrière. On a commencé à faire du stockage également, au-delà du file et du bloc, du stockage objet. Donc on a un stockage objet qui est compatible S3. On a commencé également à racheter des sociétés dans le monde du disaster recovery pour avoir du disaster recovery as a service, pour avoir ensuite des solutions pour faire de la cost governance en multi-cloud, ensuite d'avoir de l'industrialisation avec de l'automatisation derrière, des produits de sécurité pour analyser la donnée et gérer les problèmes en VMware, enfin de ransomware, pardon. VMware, c'est un autre problème. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Plus récemment, il y a eu l'arrivée du Nutanix Database, NDB, qui permet en gros de gérer à l'échelle des moteurs de base de données, alors MySQL, Postgre, Oracle, SQL Server, le tout encore très simplifié, très infra as code, pour pouvoir en fait rapidement prendre une base de données, la cloner, en faire une deuxième version, etc. Donc c'est pas du database as a service au sens comme on peut le comprendre chez un hyperscaler, mais l'idée c'est de faciliter et d'accélérer la gestion de ce type d'environnement. Et puis très récemment, donc ça a été annoncé dans l'année 2024, oui, on est bien en 2024, on a racheté une société qui s'appelle D2IQ. Alors D2IQ, le nom est pas très parlant, mais si je te dis Mésosphère, ça te parlera peut-être plus. Donc il faut se ramener en 2016-2017, ou à 2016 à peu près, à l'époque où Docker commence à monter en puissance, et que derrière cette montée en puissance, il faut de l'orchestration pour pouvoir l'utiliser en vraie vie dans la production. Et à l'époque, on a Docker Swarm, on a le début de Kubernetes en 2015, et puis on a Mesos en fait, qui était un dérivé utilisé par Twitter, Airbnb. Et donc les gens qui ont fait l'orchestrateur Mesos, qui était plutôt orienté big data à l'origine, en fait ont créé leur propre société qui s'appelait Mesosphere. Ils ont fait une solution qui s'appelait à l'époque DCOS, Data Center Operating System, qui servait à distribuer des workloads big data et à gérer également des conteneurs à l'échelle avec un orchestrateur qui s'appelait Marathon. Voilà. Ça c'est l'histoire d'origine de Mesosphere. Et puis quand Kubernetes a commencé à grimper très rapidement, Docker a dit non, en plus dans Docker Entreprise, on va vous rajouter Kubernetes, le support de Kubernetes en plus de Swarm. Et la semaine qui suivait ou la semaine d'avant, je me rappelle plus, Mesosphere a dit pareil, a dit dans DCOS, vous aurez le choix entre Mesos Marathon comme orchestrateur ou alors Kubernetes. Et du coup, le jeu était fait sur l'hégémonie de Kubernetes. Et quelques années après, la société du coup a pivoté parce que finalement le gros du sujet était Kubernetes. Et ils n'ont pas gardé le nom de Mesosphere qui était du coup pas adapté à ce qu'ils vendaient. Et ils ont changé le nom des deux IQ pour D2 IQ Operation. Et ensuite, la société a créé tout un ensemble de produits pour gérer à l'échelle en gros des flottes de serveurs Kubernetes. Et donc c'était logique que dans notre plateforme, qui est déjà assez complète, on vienne rajouter ce genre d'outillage. Ouais. Donc désormais, on a un produit entre guillemets pour gérer du Kubernetes qui est multi-cloud, multi-fournisseur, qui s'est déployé à la fois sur du VMware, sur de l'Azure, sur du GCP, sur du Nutanix forcément. Et l'idée, voilà, c'est d'utiliser cette solution pour gérer des vrais environnements de production Kubernetes, le tout dispatché dans des environnements multiples. Et on peut dire que c'est une sorte de pendant à Tenzu ou à Rancher. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Et donc, du coup, on comprend que le portfolio Nutanix, en fait, c'est plus uniquement maintenant la partie, la partie purement virtualisation. Ça reste encore une grosse empreinte. La majorité de nos clients sont surtout là-dessus. Mais on a un portfolio logiciel autour qui est assez large. Et pour l'histoire, un des fondateurs de la société a quitté son poste, si je dis pas de bêtises, en 2000. Je crois que c'est 2021, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on a eu un nouveau CEO qui a amené, comme Satya l'avait fait chez Microsoft, une nouvelle vision de la société, une nouvelle façon de vendre. Donc, à l'origine, on était un vendeur de hardware et de software. Maintenant, on ne fait plus de hardware. On n'est que un vendeur logiciel. Et derrière, en fait, on est sur un modèle de subscription. Donc, on ne fait pas des licences perpétuelles. On est sur des licences qu'on paye à l'abonnement. Et derrière, aujourd'hui, on rend le hybride multi-cloud le plus simple possible sur les différents sujets que les clients sont intéressés. Alors,
la machine virtuelle et le stockage restent un des gros sujets sur lesquels on est, mais on a de plus en plus de demandes sur la partie Kubernetes, et puis ça a été renforcé du fait par le fait qu'on ait maintenant une solution très complète, et qui pour le coup est pas une nouvelle solution, elle existe depuis des années, elle est vendue depuis des années, et voilà. Ok. Donc, prenons un cas d'usage. Je m'appelle Jean-Claude. Je suis responsable de la flotte IT de la région PACA. Et j'en ai marre d'AWS parce que mes gars, ils y comprennent rien. En même temps, le gars qui était avant moi, il a voulu prendre du Azure aussi parce qu'on avait des licences 360, mais moi, j'y comprends rien non plus parce que je viens de Google. Et du coup, j'appelle Nutanix, je leur dis, vous pouvez m'aider les gars, faut que je gère tout ça. Qu'est-ce que vous me répondez? Alors déjà, on répond toujours oui quand un client nous appelle, ça fait, ça fait toujours plaisir. Ensuite, en fait, l'idée de notre solution, c'est qu'effectivement, on va utiliser, on se base sur des infrastructures assez bas de niveau chez les hyperscalers, des barres métal, donc ça peut être des instances C2 métal, ou réellement des barres métal côté AWS, et prochainement des instances métal également côté GCP, hein. Et on vient poser de manière et installer de manière automatisée notre solution par-dessus. À partir de là, la solution, en fait, elle devient la même partout. Elle devient la même partout, hein. Donc déjà, ça permet d'avoir une certaine unification de la gestion, parce que du coup, il n'y a pas de... Je crée une machine virtuelle, elle sera la même partout. L'inphrase code utilisée sera réellement pour le coup, la même partout. Ça permet du coup également un passage facile d'une plateforme à l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus on s'engage sur un fournisseur, plus on en connaît les subtilités et les règles, et plus on s'attache. Et d'ailleurs, c'est le but de tout hyperscaler, au-delà que les gens fassent une VM, ben, ils vont attacher du monitoring dessus, du backup intégré, de la protection, etc. Et à la fin, finalement, ben, plus personne ne bouge. Ce qui est le cas, hein, c'est très rare de voir des migrations d'un fournisseur de cloud vers un autre. C'est extrêmement rare, pour être tout à fait clair. Donc nous, effectivement, notre solution, elle est assez agnostique finalement, elle pose une couche d'abstraction par rapport à l'hyperscaler. Donc tous les éléments dont j'ai parlé, Kubernetes, le stockage, la base de données, les VM forcément, du coup vont tourner dans notre environnement qui sera posé sur les infrastructures métal des clients. Et donc un client qui veut basculer d'un fournisseur à l'autre peut le faire facilement parce qu'en fait il va simplement déplacer ses workloads d'un cluster Nutanix vers un autre cluster Nutanix. Donc en gros, il n'y a pas de transformation derrière, il n'y a pas de changement dans les habitudes d'administration, il n'y a pas de refonte de la phrase code. Parce qu'en fait, on fait de la phrase code aussi en Terraform, typiquement avec du Nutanix. Et donc, du coup, la portabilité, là, elle est vraiment assurée. On pousse le modèle en termes de portabilité à avoir également des licences qui sont pas attachées à un endroit. C'est des licences alors, on facture au corps. Donc ensuite, ben, si le client il a 300 corps chez Azure, s'il veut les déplacer chez AWS, que AWS lui fait des meilleurs prix, ou qu'il a été racheté par une société qui lui dit, bah maintenant, faut revenir dans le giron de technologique qu'on a, eh bien, c'est pas grave, on reprend ces 300 corps et on redéploie un cluster côté AWS, et puis c'est la même chose. Et puis, bah, on parle de réversibilité aujourd'hui avec des environnements plus souverains. Bah, là, c'est pareil, à la limite, le client a des contraintes, je sais pas, il doit être SecNum Cloud. Aujourd'hui, il y a peu de chances qu'un hyperscaler devienne SecNum Cloud, vu les contraintes en tout cas. Eh bien, il peut reprendre ses workloads qui sont chez AWS ou Azure ou GCP, il peut les descendre sur un OVH Cloud ou autre chose, par exemple. Euh, Ou AWS. de ce que je comprends, enfin, tu sais, ce que je dis souvent, c'est que il y a une dizaine d'années, tout le monde parlait de multi-cloud. Je me Mhm. rappelle, dans l'open source, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, je dirais une douzaine, quinzaine d'années. Dans l'open source, on voyait des brokers de cloud fleurir de partout. Bonjour, nous pouvons gérer plusieurs clouds, nous sommes une communauté open source. Regarde, tu peux brancher ton OpenStack, tu peux brancher AWS, tu peux brancher ceci, cela. Ils sont tous morts. Et il reste Nutanix, il reste Rancher, il reste... Vraiment, la plupart, ils n'ont pas survécu. Ou ils sont transformés en FinOps ou ce genre de choses. Et aujourd'hui, Nutanix est là et enfin, me propose de pouvoir entre guillemets migrer relativement facilement ou en tout cas faire un PRA rapidement chez un autre fournisseur de cloud. Et ce que je vois par là, c'est que avant on disait que le multi-cloud c'est super, ensuite on s'est rendu compte que c'était pas possible. Non, on s'est pas rendu compte que c'est pas possible. Les Américains nous ont dit que c'était une hérésie. Puis
Euh, techniquement, ils nous ont dit que c'était pas possible. Nutanix nous a montré donc que techniquement c'était possible. Mais il reste toujours la dernière barrière, le plus gros problème, qui est celui du fric, du blé, du flouze, du ticket de sortie pour partir d'un cloud provider. Et Ah bah, il y a le réseau, hein, à un moment, quand on va sortir la ouais, data, les graisses et ça coûtera de l'argent. Ça, là-dessus, malheureusement. c'est Là ça. encore, après, ça dépend toujours de comment la société est branchée sur le cloud provider. Si elle utilise une connexion privative, un direct Mhm. connect chez AWS ou un express route, et en fonction du type d'engagement qu'il y a sur cet express route ou ce direct connect, les Ouais. frais sont potentiellement, entre guillemets, réductibles. Voilà, c'est ça, on peut dire. Euh, Typiquement, si on est sur l'express route en mode illimité, hein, ce qui est possible, hein, ce qui est encouragé dès qu'on dépasse un certain volume d'échanges, et qu'on a, on va dire, l'équivalent côté Direct Connect, à ce moment-là, la sortie d'un fournisseur à l'autre peut tout à fait passer par ces échanges-là, directement au niveau des X. Donc là, pour le coup, il n'y a pas vraiment un egress. L'egress, c'est vraiment l'egress vers l'Internet quand on est en VPN site à site ou qu'on passe par des API. Donc là-dessus, il y a des choses à faire. Mais tu vois, sur le réseau, c'est pareil. Si on prend aujourd'hui tous les fournisseurs de cloud, on va dire les principaux, hein, Mhm. euh, ils proposent leur design pattern, les Cloud Ocean Framework et autres. Dans les bonnes pratiques, toujours on dit chaque workload doit être isolé dans son propre VNet côté Azure, dans son propre VPC côté AWS. Et puis le bon design, c'est de faire au milieu un transit VPC côté AWS ou un hub and spoke ou un V1, un V-hub côté Azure. N'oublie juste en fait de préciser que chaque échange qui va avoir lieu entre le workload 1 et le workload 2 va faire un passage vers le hub central, le transit, retraverser pour aller ensuite vers le deuxième VPC, et que chaque passage dans un sens et dans l'autre, en fait, est facturé 1 centime par giga. Ça, on l'oublie un peu trop souvent, hein. Donc, des fois, il vaut mieux avoir des designs plus simples en termes de réseau, où on subdivise après avec des sous-réseaux, mais on reste dans un VPC ou un VNet, et on n'est pas facturé. Dès qu'on va faire du peering, le coût il n'est pas négligeable. On estime souvent que chez les hyperscalers, 10% de la facture totale, en général, ça concerne le réseau. Et donc, plus on fait des échanges entre des applications, plus ça coûte cher. Donc, si on veut un exemple, par exemple, quand on fait du Nutanix, on peut faire en fait notre propre réseau virtualisé, là encore en overlay par rapport à ce qui existe côté Azure ou AWS. On sait faire des VPC nous aussi, on a des transits à l'intérieur de notre solution, mais du coup, techniquement, on reste dans un VNet Azure ou on reste au sein d'un VPC AWS. Et donc, tous ces coûts additionnels, en fait, ils n'existent pas. En fait, c'est quand on commence à avoir des stratégies comme ça, où on pousse un peu plus loin la réflexion de se dire seulement, de comparer, genre, ah bah oui, j'ai un serveur à demeure, il me coûte tant, versus votre instance chez AWS ou Azure qui coûte super cher pour faire du bare metal. Il faut comparer ce qui est comparable. Là encore, à demeure, c'est bien de compter le hardware et le software, c'est bien de compter également le coût de l'électricité, le coût du bâtiment, le coût des gens qui s'occupent des pannes matérielles, le coût de la climatisation, le coût du contrat d'assurance, le coût des certifications, le coût du gardien en sécurité, des caméras, etc. Mais ça, la plupart du temps, les discussions sont toujours biaisées là-dessus. On a d'un côté des choux, de l'autre côté des carottes. Tout à fait. Et avec ces coûts et graisses, c'est qu'un petit peu la barrière, pas d'entrée, mais de sortie hein, Ouais. de la chose. Bah, on a le dernier frein au multi-cloud. Et ma question, ce serait pour toi, est-ce que le multi-cloud tel qu'on le voyait dans les années 2010 existe? Ou est-ce que, comme disent d'autres choses, il y a un terme que j'ai vu il y a pas longtemps qui est celui c'est pas cloud décentralisé ou c'est le multi-cloud centralisé, quelque chose comme ça, où en fait on a un provider numéro un. Mhm. Ensuite, on peut offload certains services. Par exemple, mon object storage, je décide que j'ai pas envie de le mettre dans mon principal. Je vais prendre un Wasabi, un Backblaze, un Levia ou peu importe qui est spécialisé dans l'object storage. Je suis chez Azure, donc je vais aller chez Google et je vais préparer mon PRA chez eux. Mais à aucun moment donné, en fait, je vais faire du peering. À aucun moment donné, je vais avoir deux archi cloud similaires, enfin plus ou moins similaires, qui travaillent ensemble, où je vais utiliser la force de Azure plus la force de Google parce que j'ai trouvé que l'un était meilleur dans l'un. Enfin, est-ce que ça existe ce genre de choses où on est vraiment du multi-cloud ou simplement les gens décentralisent des fois quelques petits trucs par-ci par-là?
Alors là encore, hein, de ce que j'ai pu voir, on va dire les dernières années, sur le sujet, globalement, les très grosses, structures ont généralement 2 clouds. Donc Mm. ça va être une combinaison, AWS Azure ou GCP Azure ou AWS Oracle, voilà. Généralement, c'est 2, c'est rare que ça aille au plus, hein. Et c'est 2 et ça génère dans les organisations, en fait, des sous-organisations. Il y a les gens qui font de l'Azure, il y a les gens qui font de l'AWS et chacun vit sa vie dans son coin. C'est Mm. souvent comme ça. Après, les histoires qui ont été racontées, il y a plein de bêtises qui ont été racontées à l'époque par des gens qui ne savaient pas, mais en tout cas, ils le disaient bien. C'est-à-dire, par exemple, oui, nous, on est agnostique, on a du code Terraform, et du coup, on déploie en fonction des coûts d'un côté ou de l'autre, etc. Alors oui, 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 effectivement, l'outil Terraform permet, est le même pour tout le monde. C'est juste que le code n'est pas le même. Et que dans la réalité, en fait, on oublie qu'une chose, c'est que de se déplacer d'un point A à un point B, recréer des VM ou des clusters Kubernetes, ça, tout le monde sait le faire, à peu près. Déplacer la data et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'indisponibilité lors du déplacement de la data, c'est un autre sujet. Donc, en gros, on va dire qu'aujourd'hui, enfin, de ce que j'ai vu moi, c'est que le monde aujourd'hui, la plupart des organisations ont 1 à 2 fournisseurs publics, ont du on-prem parce que c'est rare qu'il y ait une organisation qui ait plus du tout de on-prem. Et puis ensuite, eh ben, ça va dépendre de la vélocité des différentes équipes à fournir pour le business les bons outils au bon moment. Et puis après la taille des équipes. Mais voilà, en fait, chacun vit sa vie un peu dans son coin, pour être tout à fait honnête. Moi, je dirais que c'est un peu aujourd'hui le challenge de mon job, c'est d'arriver en fait avec dans une organisation où principalement je vais parler au départ avec des gens de l'infra qui connaissent notre monde par le prisme du data center, et en même temps ces gens-là, je leur parle en fait de cloud public, et je sais pertinemment qu'en fait c'est souvent dans les grosses organisations, c'est pas les mêmes équipes en fait qui gèrent ça, et donc on rentre un petit peu dans les guerres de chapelle, ou les Ah, guerres de pouvoir entre guillemets, voilà. Mais dans l'idée effectivement, on pourrait imaginer comme ça, se dire je dispatche en fonction de mes besoins dans un cloud et un autre. La réalité, c'est que chaque fournisseur est très spécifique, en fait, hein. ouais. Si on prend ne serait-ce que les objets réseau, par exemple, dans Azure, on va avoir des VNet qui sont divisés en subnets. Le VNet est une ressource qui est régionale. Les subnets, eux, on crée, les subnets sont globalisés sur les zones de disponibilité. Typiquement, côté AWS, c'est pas du tout la même mentalité. AWS, on va avoir un VPC qui est à l'échelle d'une région, mais après, chacun des subnets lui-même est affecté et lié à une zone de disponibilité. Donc le découpage des siders est complètement différent, et donc du coup l'organisation est pas la même et on peut pas recalquer entre guillemets les règles d'un fournisseur vers la règle du deuxième. Mm. Ou alors si on le fait, ben, effectivement entre guillemets on baisse le niveau fonctionnel pour avoir quelque chose qui est unifié, parce que Exactement. quelque part on peut faire je veux dire, quand on fait du Nutanix Load Cluster, on va avoir les fonctionnalités des produits Nutanix dans une bulle entre guillemets qui est la même partout, hein, mais on n'a pas toute la richesse de tous les services d'un hyperscaler. Enfin, je veux dire, on n'en a pas les moyens, on n'en a pas l'ambition aussi, il faut être raisonnable aussi. Donc, par contre, on couvre beaucoup de besoins aujourd'hui qui sont effectivement VM, stockage, base de données, Kubernetes. Déjà, on couvre la majorité des workloads. Là encore, tout le monde dit on fait du cloud pour se moderniser. La réalité, c'est que les migrations vers le cloud, c'est 90% de VM qui se déplacent d'un point A à un point B, hein, avec valeur ajoutée proche de pas grand-chose, quoi. Mm. Euh, on a un projet coûteux de migration en double run pour déplacer et transformer un format X qui peut être VMware ou Nutanix ou Hyper-V vers un format Y qui peut être une instance C2 ou une VM Azure ou une VM GCP, mais à la fin on a fait des VM, quoi. Voilà. Ouais. Donc, donc là-dessus, j'ai envie de dire que moi les vrais projets de transformation, c'est de commencer à hybrider, d'utiliser ou d'amener des workloads qui ont besoin de fonctions plus évoluées, et de les amener dans le cloud public et de les coupler avec des services de base de données managés ou alors de services d'IA, parce qu'aujourd'hui c'est ça la grande mode, hein. Il faut qu'on parle d'IA. C'est fait, donc ça y est, le podcast est réussi, on a parlé d'IA générative, mais, mais, mais voilà, et enfin je rigole là-dessus, mais on est tous dans le même mode, hein. Je veux dire, chez Nutanix, on a un produit qui s'appelle GPT in a Box, parce qu'en fait, on sait héberger l'ensemble d'outils pour faire l'entraînement et l'inférence de modèles d'IA. Mm. Par définition, des data centers avec des constructeurs qui ont des cartes Nvidia et autres. Donc voilà, on sait faire. Donc on a un produit où on a packagé tout ça, mais donc on en parle forcément aussi. Mais l'idée, c'est quand même ça. C'est aujourd'hui aller vers le cloud public. La raison pourquoi il y a des compelling events, hein. Je veux dire, on veut fermer un data center, on veut pas, ou alors l'organisation
switch son modèle financier pour dire on arrête de faire de l'investissement de CAPEX sur du matériel à demeure, on s'en moque, on switch en OPEX. Et ça, c'est un choix stratégique, c'est des bonnes raisons. Ou alors on veut agrandir son marché en allant sur des nouveaux territoires qui peut être, je sais pas, aux US ou en Amérique du Sud, etc. On ne veut pas avoir à gérer une informatique à demeure avec des data centers, du matériel à envoyer, des gens à gérer sur place. Les hyperscalers, c'est fait pour ça. Les gars, ils ont une infra. Je dis, utilisons-la, quoi. Mm. Moi, ça fait partie aussi de ce que j'utilise comme message quand je parle d'une Linux Cloud Cluster. C'est aller. Aujourd'hui, vous avez une solution que vous maîtrisez avec vos équipes. Vous voulez aller vous implanter, je dis n'importe quoi, aux Émirats Arabes Unis, par exemple. Bah, il y a un data center, il y a une zone Azure qui vient d'être ouverte, qui contient des barres métal qu'on peut utiliser. Et ben voilà, quoi. Je veux dire, c'est le cluster. Il faut que vous branchez votre abonnement Azure. Dans 3 heures, il est là, quoi. On ne pourra jamais faire plus rapide, en fait. Hein. Faut se ramener effectivement. Ça sert à quoi le cloud? Ça sert à aller plus vite et répondre à des besoins qu'on ne savait pas faire avant, ou alors plus lentement. Exactement. C'est l'idée le cloud donne la commodité et vous faites tout ce qu'il y a au-dessus. Parce que tout le monde peut aller à Leroy Merlin acheter un robinet, hein, mais Ouais, ouais. installer, c'est une autre histoire. Mais ça fait, si on revient sur le multi-cloud, il y a eu une vague d'un temps c'est un peu toujours le cas, enfin, on en voit encore, d'éditeurs qui se sont vendus comme des CMP, donc des plateformes de management multi-cloud, où c'est magique, on vient déclarer ici, puis on choisit où on envoie, et puis ça part d'un côté ou ça part de l'autre. Ouais, mais une fois que ça sera arrivé d'un côté, ça bougera plus dès qu'il y aura de la data, c'est terminé. Et puis après, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a une plateforme qui est capable d'envoyer d'un côté ou de l'autre, et ben forcément, elle va prendre le tronc commun entre tous les autres. C'est-à-dire, effectivement, on saura choisir des gabarits, des tailles. Après, les spécificités de toutes les subtilités qu'on peut avoir sur des instances EC2 ou sur des VM Azure, ou les options, il y en a des myriades, en fait. On peut faire plein de choses dessus. Mais c'est très spécifique, encore. Tout à Donc, fait. ouais, les solutions qui sont, entre guillemets, agnostiques, par définition, elles vont devoir prendre un tronc commun, quoi. Voilà. Donc, soit elles embarquent c'est elles qui embarquent des nouveautés, soit si c'est juste pour piloter des ressources chez différents fournisseurs, eh bien, il n'y aura jamais toute la finesse du fournisseur, par définition. Ouais, Après, c'est peut-être pas le but non plus, hein, c'est peut-être aussi le but de simplifier le ticket d'entrée derrière, quoi. ouais. Moi, justement, sur ma plateforme pour lancer des benchmarks un petit peu partout, sur mon back-end, j'ai de quoi lancer des VM sur plus d'une cinquantaine de cloud providers, des block storage, des DB, des buckets, etc. Et cette plateforme-là, je l'ai designée il y a peut-être 8 ans. Avant ça, j'en avais déjà fait une autre pour une société qui s'appelait Cloud Screener, d'ailleurs. Et au moment de la faire, je me suis posé la question, bon, bah, je vais pas refaire la roue, je vais prendre des brokers. Et en fait, non, j'ai pas pris de broker, je l'ai fait moi-même parce que, oui, c'est beaucoup de temps quand tu veux plonger dans beaucoup de services, mais créer des VM, tout le monde sait créer des VM. Maintenant, comme tu dis, s'il s'agit de créer des VM partout, je vais prendre le tronc commun. Du coup, je vais devoir enlever plein de détails par-ci, par-là, pour me simplifier la vie. Et quelque part, moi, je les enlève pas chez Cloud Mercato, mais j'essaie de les mettre à plat pour avoir les détails. Et ce qui est vraiment du détail-détail, au final, c'est dans mon cerveau, parce que je suis un consultant, c'est mon travail. Et il faut vivre quelque part sur une doc, forcément. Mais tous ces brokers, tous ces CMP, sans valeur ajoutée, telles qu'elles peuvent amener des choses comme Nutanix ou VMware Cloud. Et voilà. Un Broadcom, maintenant, on peut l'appeler Broadcom, parce que Ouais, ouais, exact. c'est ouais. Bah, je vois pas tellement le truc, en fait. Je vois pas tellement le machin. Ouais. Alors, Broadcom, c'est vrai que, alors, pour le coup, alors, c'est notre VMware et on va dire, notre concurrent numéro un, hein. Faut être clair aujourd'hui, hein. Alors, on est vu comme l'alternative. Moi, j'aime pas, ça fait un petit peu le deuxième choix, mais après, c'est une question de marché. Effectivement, ils sont là depuis 25 ans, VMware, hein. Même pour dire, tu vois, quand j'étais chez Microsoft, en 2000, on était déjà les premiers utilisateurs de VMware Workstation, donc 1 et 2, hein. Donc, c'était des partenaires à l'époque, jusqu'à que ConnectX soit racheté, qu'il y ait Virtual PC, Virtual Server, et que ça devienne de la concurrence. Mais VMware, on peut pas enlever que c'est une très bonne solution. Ils ont une empreinte sur le monde qui est assez importante. Et c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent de VMware. C'est pas de VMware dont ils se plaignent, c'est de Broadcom. C'est deux choses différentes. C'est La vrai. solution technique, elle a fait ses preuves. C'est juste qu'effectivement, ça a été racheté par Broadcom qui derrière, effectivement, fait une opération financière. Et globalement, le CEO de Broadcom fait son job. Regarde l'action, Broadcom, elle a doublé en un an, donc il fait son job. Après, effectivement,
c'est au détriment de quelqu'un. Le quelqu'un, c'est les clients. Donc effectivement, en tant que Nutanix, moi, je veux dire, ça m'arrange aujourd'hui parce que ça fait un espace-temps où les gens du coup viennent nous voir alors qu'avant ils étaient tellement focalisés à faire que du VMware parce que ça marchait, ils n'avaient pas de raison d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, quand un client il se prend une facture, on lui dit bah, monsieur, ce sera x7 par rapport à l'année dernière. On peut comprendre que les clients se posent des questions. Voilà. C'est pas un problème de technologie, c'est un problème d'argent ici et de gestion et de considération des clients. Mais si on regarde aujourd'hui l'approche qu'avait VMware avec le cloud, on pourrait se dire pourquoi mettre finalement une solution software par-dessus des choses natives qui marchent très bien, le tronc commun et puis effectivement d'avoir la même plateforme partout, hein, parce que VMware avait commencé à bien faire, notamment avec AVS d'un côté, VMC de l'autre, l'équivalent Cloud Simple racheté par Google. La petite différence par rapport à nous, c'est que chacun de ces services sont des services managés qui ont leurs particularités. Mhm. Effectivement, le VMC était co-géré par AWS VMware, AVS par Azure, et puis chez Google, c'était Cloud Simple. Au passage, d'ailleurs, c'était la technologie qu'on avait utilisée dans la première version d'AVS, hein, le Cloud Simple, jusqu'à ce que ce soit racheté par Google. Mm. Donc là, c'est des services managés où, entre guillemets, on reste dépendant du fournisseur qui le gère. Il gère une partie du travail, entre guillemets, du maintien en condition opérationnelle, et donc il pose les règles de dire ce sera telle version qui va tourner et pas telle autre. Et puis des Ouais. fois, on a des surprises. Là, par exemple, le désaccord qu'il y a aujourd'hui entre Broadcom et AWS, où globalement le service VMC tel qu'il existait a disparu, pour être repris sous l'égide en fait de Broadcom, et un client qui a un contrat VMC et contractualisé avec AWS, eh ben, il va devoir arrêter, son contrat va s'arrêter, il va devoir, s'il veut continuer, directement, entre guillemets, faire la transaction avec Broadcom, entre guillemets, au tarif et aux conditions de Broadcom. Mm. Donc là encore, ça c'est des événements qui font que nous, aujourd'hui, on est dans une approche où là-dessus, on donne le choix, on n'est pas service manager. Donc effectivement, le client, en fait, on lui simplifie juste le qui entrait à sa technologie. Donc en gros, déployer un cluster, c'est pas très différent que déployer une VM, hein, c'est un assistant en quelques étapes. Et puis après, tout est automatisé et ça tourne, et puis on se connecte dessus. Mais le client, après, va gérer ses versions. Donc là encore, quand on parle de multi-cloud et de gestion unifiée, c'est bien aussi d'avoir les mêmes versions partout. Aujourd'hui, un client qui a une version, je dis n'importe quoi, 6.7 de AOS, qui est le système Nutanix, on-prem, il peut avoir la même chose côté AWS. Et la même chose également côté Azure. Et le jour où il veut faire une montée de version, bah, il peut après faire ça de manière... Donc là-dessus, ouais, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose. Et les CMP au sens large, j'en ai rarement vu utiliser, en fait, à cause du fait que bah, c'est très limitant, et que de toute façon, dans les grosses organisations, chaque équipe a ses propres règles, et elles sont indépendantes, et elles n'ont pas envie d'avoir une équipe centralisée au milieu qui va faire, entre guillemets, le minimum, parce que là, ça va très vite. Très bien. Merci Stanislas. Jérôme, petite question. Combien tu as de VPC, toi? Non. Alors j'en ai 4 dans la chambre et j'en ai 2 au grenier. Pourquoi? Oh, pour savoir comme ça, si tu avais suivi un petit peu tout ça, si tu faisais Ah du bah multi-cloud techniquement ou là, du cloud hybride centralisé. là c'est Ça va. Interstellar pour moi. Là je suis c'est de la RDSF pour moi c'est complicado. Il Ouais. n'y a pas de souci. On va redescendre en altitude, on va retoucher le plancher des vaches. Ouais. Et si tu as des questions, nous sommes tout oui, Jérôme. Ouais, alors je crois que t'as compris, hein, Stanislas, que niveau technique, c'est pas C'est le ça meilleur. pour C'est le moi. meilleur nom de la discussion, on va Voilà. dire. Mais moi, je m'intéresse à l'homme, je m'intéresse à l'entreprise, je m'intéresse au savoir. Et donc, je me dis, 23 ans chez Microsoft, je pense pas qu'il y en a des tonnes qui l'ont fait. 23 Ouais, ans chez Microsoft, ça apporte quoi en fait? ça apporte qu'en fait, t'apprends à vivre dans un environnement qui bouge en permanence, hein, où tous les ans, en fait, tu remets ton titre en jeu, hein. Ce qui veut dire que Ouais. tous les ans, tu t'es pas sûr d'avoir un nouveau job, voilà, parce que en fait, les réorganisations sont permanentes et puis bah, la société évolue. Et ça oblige aussi 23 ans de Microsoft en fait à savoir s'adapter et des fois à lâcher des sujets pour en partir sur d'autres, hein, et Ouais. passer d'une zone de confort à une zone d'inconfort avant de redevenir du confort, etc. Ce que j'ai fait là typiquement, tu vois, quand j'ai quitté Microsoft, j'étais dans une bonne zone de confort côté Microsoft. Sur la partie Azure, j'ai eu la chance, en partant du début, si tu veux, de le voir grossir, et donc
quand tu suis quelque chose qui grossit, c'est plus simple que d'arriver et d'avoir un mur de service face à toi. Mais en fait, à un moment, tu te dis, enfin, quand tu commences un peu à vieillir, tu te dis: «Est-ce que je continue? Est-ce que le fait de faire 5 ans de plus chez Microsoft, ça changera ma vie ou pas, du point de vue carrière?» Probablement pas. Est-ce que c'est le bon moment de le faire tout de suite au changement avant que ce soit trop tard? On a malheureusement une société où aujourd'hui, passé un certain âge, tu es plus difficilement employable, et cetera. Et tu te Ouais. poses des questions à ce moment-là et tu te dis: «Bah tiens, peut-être le moment de faire autre chose», et d'ouvrir un petit peu les chakras, tu vois? Donc j'ai voulu Ouais. me mettre un peu un coup de pied au derrière, ce qui a pas été facile, je l'avoue, hein, et donc du coup, tu vois, là, je suis inconfortable à faire de la WS et à recomprendre la WS. Alors pourtant, je veux dire, les concepts du cloud, je les connais bien, mais je me réadapte, si tu veux. Je me suis également, j'ai switché, j'avais du Windows sur mon poste depuis des années. Première chose que j'ai fait, c'est de demander un Mac. Heu, voilà. Challenge. Et puis donc en plus d'apprendre AWS, bah, j'apprends également la plateforme Nutanix, parce que forcément, c'est une grosse plateforme aujourd'hui aussi. Donc, Ok. voilà, bah, t'apprends des fois à être confortable dans l'inconfort. C'est là pourquoi je me fais violence, hein. Je te le dis en rigolant comme ça, mais je me fais violence tous les jours, parce que j'ai vraiment l'impression de ne rien y comprendre en informatique. C'est Ouais. Et mais en fait, moi j'aurais pensé que c'était le contraire en fait. Alors c'est peut-être parce que c'est Microsoft, c'est une grosse boîte, ouais. etc. J'aurais pensé que c'était vraiment les pantoufles, je rajoute, hein, mais en mode Ouais, ouais. salarié CDI fonctionnaire. Je rajoute, hein, bien sûr. Ah ouais. Non, alors Mais non, c'est pour plus le proche coup, d'un freelance ou d'un indépendant qu'autre chose en fait, niveau remise en question. ah oui, alors ouais, alors enfin, si tu te remets pas en question, alors il y a peut-être des postes où les gens sont en pantoufles, mais ils sont pas si nombreux que ça quand même chez Microsoft. Ouais. Simplement parce qu'effectivement, l'organisation bouge en permanence. C'est-à-dire qu'une réorg, si tu restes dans une division, tu as une réorg tous les 3-4 ans à peu près, hein. Et puis après, il y a des grandes vagues enfin, Microsoft passe d'un sujet à l'autre très facilement en fait, hein. Il y a eu des vagues où Azure c'était pour les développeurs, après il y a eu les vagues Azure infrastructure, il y a eu les vagues cloud native, il y a eu les vagues de l'IoT, il y a eu les vagues de la blockchain, Ouais. de SAP un temps. Là maintenant, on est sur la GenAI. Je peux dire qu'aujourd'hui, les gens chez Microsoft, alors ceux que je côtoie encore, hein, chez Microsoft France, euh, même un peu plus loin, en fait, ça fait à peu près 1 an et demi qu'ils se font, alors c'est gentil, hein, je suis désolé pour ceux de Microsoft qui écoutent mon podcast, mais ils se font violer par l'IA générative tous les jours, quoi. C'est-à-dire que Mmh. moi j'ai des collègues qui me disaient qu'ils prenaient quasiment 1 à 2 formations d'IA, de GenAI par semaine en plus de leur boulot, quoi. Donc c'est là encore, il faut suivre des fois. Alors des fois, tu es dans la bonne vague et puis ta vague va t'amener pendant quelques années, tu as un peu de confort entre guillemets, hein, mais ça bouge très vite et il faut s'adapter, quoi, voilà, c'est ça. Puis Ouais, c'est vrai. ça reste une boîte américaine où effectivement, bah, à tout moment, il y a des choses qui peuvent être fermées et puis on réorganise, on externalise, on régionalise, tu vois, ça peut être. Enfin, c'est très un modèle qui va dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire qu'à un moment, on va dire, ah oui, on veut des équipes locales pour gérer les gens. Je dis par exemple en France, Mmh. pour avoir un contact humain avec les clients et les partenaires, et puis l'année d'après, il y a un nouveau gars qui a une idée, il dit bah non les gars, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va régionaliser, puis on va gérer ça au niveau européen. Donc voilà, non, c'est pas un long fleuve tranquille chez Microsoft, mais par contre c'est assez stimulant pour le coup, parce que enfin là, voilà, faut s'adapter en permanence, hein, et puis voilà quoi. Et du coup, quand on passe d'une boîte de 200 000 à plus de 200 000 salariés à Ouais. environ 6-7 000, Mm. ça change quelque chose ou c'est tellement gros les deux que en fait on remarque pas trop. Et en plus, deux américaines, on Alors change, non, on ça voit pas trop. change, hein, ça change parce que déjà à l'échelle des subs, tu une taille plus petite, hein, heu, forcément. Donc tu vois, chez Microsoft, quand je suis parti, il devait y avoir 2 200 personnes à peu près, hein, quelque chose comme ça, 2 200 personnes. Là, on est beaucoup moins chez Nutanix France. Mais du coup, tu as un côté très intéressant, c'est que tu arrives dans un endroit où tu connais les gens. Tu connais tous Ouais, les gens, parce que la société est plus petite, donc tu as ce côté, à un moment, tu as ce côté aussi humain où, tu connais, tu vois plus les gens autour de toi, tu sais comment ils s'appellent et ce qu'ils font, normalement au bout de quelques semaines ou quelques mois. Tu as le côté également que, bah, ton travail finalement il est pas noyé au milieu de plein d'autres, parce que quelque part, plus tu as de monde, plus tu as des échelles, enfin Microsoft, c'est une immense pile de hiérarchie de managers, où tu as plein de gens au milieu, tu sais pas trop ce qu'ils font, quoi, tu vois? ouais, C'est normal, hein, c'est une grosse structure, hein, mais du coup, à la fin, quand tu fais une action, tu sais pas trop quel impact elle aura parce que, tu le fasses ou pas, entre guillemets, «le bateau, il continue à avancer». ouais, Là, quand tu es dans une structure plus petite, bah, effectivement, là, tu es bien responsable de tes actions, et moi, ce que j'ai trouvé ultra rafraîchissant et ça l'est toujours et ça m'épate toujours, c'est
l'accessibilité des gens l'accessibilité des gens, c'est-à-dire que moi je vois des personnes qui sont directeurs, VP, etc. Les gars te connaissent, ils viennent discuter avec toi. Enfin, tu vois, t'as pas cette barrière où chez Microsoft aujourd'hui, quand t'as des VP qui viennent des États-Unis, c'est la cour du roi, quoi, tu vois, avec tous les gens qui suivent derrière. Quand c'était même déjà quand c'était Balmer à l'époque, t'avais le GIGN qui se baladait parce que c'est des personnes qui sont tellement importantes, tu peux pas les laisser arriver comme ça. Donc bon, tu vois, le côté d'avoir une boîte plus petite, t'as accès plus facilement aux gens. Et moi, dans mon cas, sur la partie technique, je trouve qu'il y a un accès à l'engineering qui est absolument génial. Chez Microsoft, ça devenait compliqué d'accéder à l'engineering parce que quand tu as 300 services, faut t'imaginer que tu as au moins 300 équipes derrière et trouver les bons gens, bons endroits, c'est compliqué. Là, quand tu as une structure plus petite, tu peux rapidement discuter sur un Slack avec les personnes et ils sont beaucoup plus à même, entre guillemets, d'écouter tes feedbacks et de réagir dessus. Donc ça, c'est le côté super agréable, en fait. Voilà. Quand tu fais une demande d'une équipe à une autre, ça doit être une tannée. Chez Des Microsoft, fois, en retour, en temps de retour, et des trucs comme ça. oui, Des fois, bah ça doit pas être... bah, cherche sur Google Microsoft Oracle Organization ou organigramme Microsoft. T'as une image, t'as une image d'une sorte de dessin qui représente les différentes grosses organisations que sont Apple, Amazon, Oracle, Microsoft et Facebook, je crois, qui a été fait il y a peut-être plus de 10 ans et qui est tellement vrai en fait. Hein. C'est-à-dire que Microsoft, c'est pas une entreprise, c'est plein d'entreprises ensemble qui ont chacune des objectifs différents, qui peuvent les opposer les unes aux autres. Et après, c'est des guerres de chapelle derrière. Donc, mais c'est normal, c'est une grosse organisation. Tu peux pas avoir 200 000 personnes qui sont toutes alignées derrière et qui disent tous ensemble, on va avancer ensemble et on va s'aider mutuellement. Tu vois, ça marche pas, ça. Ça n'existe pas. Ouais, c'est un peu comme une grande ville, ça marche par district, enfin par. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait. Exactement. Et puis au sein de tes arrondissements, tu vas avoir des communautés plus petites. Mais c'est exactement ça, ouais. Donc voilà, la grosse différence entre une très grosse boîte et une boîte un peu plus petite, hein, c'est ça. L'année dernière, il y avait, j'en parle souvent, mais ça m'intéresse toujours parce que ça a créé pas mal de polémiques. Et puis moi, en tant que marketeur, la polémique, c'est mon travail, quoi. Je suis un peu putaclic, hein. Mais plus sérieusement, c'était l'année dernière, je crois, Anthony, là, il y avait David Anmeyer qui disait que chez nous, à 37 Signals, on arrête le cloud, on revient à l'ancienne pour faire des économies. Ouais. Donc, résultat de l'opération, apparemment, de ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas prouvé ni quoi que ce soit, ils auraient économisé 1 million. Ouais. Est-ce que, en fait, durant toute leur carrière la période où ils étaient dans le cloud, en fait, ils ont été mal conseillés et en fait, ils ont pas été très stratégiques, ces personnes-là, ou est-ce qu'il y a vraiment des fois où le on-premise, pour des grosses boîtes PME, on va dire, ça peut être quand même intéressant. C'est une question qui est difficile parce qu'en fait, je pense qu'on peut pas, on va faire une généralité en fait. Ça dépend toujours de l'usage. Alors moi, quand j'étais chez Microsoft et que je parlais de FinOps et que j'avais un client qui, ils arrivaient toujours avec la demande qui était, ça nous coûte trop cher, faut baisser la facture. Bon, déjà, c'est qu'un élément de l'équation en fait. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Pourquoi? Par rapport à quoi? C'est par rapport au gain ou ça coûte trop cher parce que la facture elle augmente, parce qu'une facture qui augmente, et j'ai toujours pris le même exemple dans ces discussions-là, je disais si le mois prochain dans votre facture vous avez $100,000 ou d'Azure Function ou de Lambda côté AWS, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi j'ai pas la réponse. Si en face la personne me dit on sait pas, là oui ça c'est un problème. Mais si le fait de dépenser 100 000 en Azure Function ou Lambda a permis de sortir un nouveau service qui a rapporté 1 million avec un bénéfice de 300 000, là c'est intéressant. Donc souvent en fait on assimile le cloud à faire des économies. C'est pas faire des économies, c'est de mieux gérer entre guillemets ses ressources et surtout de pouvoir aller plus vite pour être compétitif par rapport à la concurrence. On n'est pas compétitif quand on doit commander des serveurs et qu'on doit les racker, etc. Et donc en fait, la vraie question souvent, elle n'est pas dans le coût, elle est dans le ratio entre le coût et les gains. Et en fait, on peut dépenser de plus en plus et avoir une facture qui explose, mais si en face, effectivement, on a les gains qui explosent aussi, eh ben tant mieux. Je veux dire, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc après, quand on a un business qui est relativement flat, qui n'a pas besoin d'avoir de l'élasticité, où on n'a pas vraiment de concurrence, où on a besoin d'aller vite par rapport à d'autres, peut-être que le cloud n'est pas adapté. Là encore, si on ne fait pas également d'usage
et d'intelligence sur ses ressources, on est d'accord que quelqu'un qui achète un serveur et qui le laisse tourner pendant 10 ans, il l'aura largement plus amorti que quelqu'un qui paye tous les mois des instances. Mais enfin, on le vit tous les jours, hein. On achète une voiture, sa voiture, si on la gère bien et qu'on la garde 10 ans, et ben, elle va coûter probablement moins cher que si on prend 3 voitures en LDD. Mm. Donc là encore, c'est un choix de gestion aussi, mais se dire on va dans le cloud parce que ça coûte moins cher, ça pour moi c'est une hérésie. On va pas dans le cloud, ça coûte moins cher. On va dans le cloud parce qu'on peut être plus agile, parce qu'on a accès à plus de services et qu'on peut s'adapter plus facilement par rapport à la concurrence ou par rapport à des nouveaux marchés, quoi. Et moi, la mauvaise raison de dire je ferme mon data center parce que ça me coûte moins cher d'aller dans le cloud, parce qu'on m'a dit que ça coûtait moins cher, ça coûte pas forcément moins cher. Mais là encore, ça se gère peut-être même plus difficilement dans le cloud, parce qu'il y a plein Mm. d'options et que les dérapages sont beaucoup plus rapides. À demeure, c'est simple de contrôler les coûts, hein. Je veux dire, il y a un budget qui est fait, on a l'argent, on n'a pas l'argent, on achète, on n'achète pas. Quand on est dans le cloud, bah, en fait, le contrôle, il n'est pas fait par le management, il est fait par les ops hein, qui déploient aux besoins. Et si les ops ne sont pas sensibilisés à la culture FinOps, eh ben, c'est le début de la fin, en fait. C'est vraiment le début de la fin parce que si on leur dit jamais, bah ouais, fais attention au coût, le gars, tant qu'on lui tape pas sur les doigts parce que ça coûte cher, bah, il déploie et puis, je veux dire, entre deux instances, il va prendre celle qui est un peu plus performante parce qu'il a envie qu'on dise, ouais, ton appli, elle marche bien, quoi. C'est normal. Mais là encore, l'appli, combien elle rapporte hein. Et ces discussions, en fait, malheureusement, je pense que souvent les techniques sont pas encore assez sensibilisées à ça. Euh, Moi, je me souviens des discussions avec des ISV où le gars disait, ah, moi, je vais lancer ce service-là, on va tester ce truc, etc. D'accord. Du coup, c'est quoi le modèle financier derrière? Vous avez prévu de le facturer comment? Ah, bon, on n'y a pas encore pensé. Ouais, mais en fait, si tu mets à disposition, je sais pas, des API pour le grand public ou pour tes clients, ça te coûte de l'argent de les exposer, de les mettre à disposition et de les faire utiliser. Si derrière, il y a pas, tu rapportes pas quelque chose, oui, là, ça coûte de l'argent. Ouais. Donc, c'est toujours en fait cet équilibre qu'il faut avoir Question de et se gain. dire, voilà, je fais quelque chose, ça a un impact en termes de coût. Est-ce que ça a un impact côté gain? Et chaque fois qu'on mesure tout ça, qu'on présente un rapport FinOps, c'est juste pour dire la facture, je vous présente la facture et les mois précédents, et ben on va voir Il faut le mettre les en gens vont voir les perspective. factures qui augmentent et ça voilà. Après le cas que tu as cité où les gens ont ramené leur infra à demeure et pour l'instant effectivement ils gagnent de l'argent, bah tant mieux. Mais il y a forcément des cas où c'est pas toujours adapté, hein, mais moi j'avais eu une fois le cas d'une discussion avec un éditeur logiciel qui faisait des solutions pour les notaires. Mhm. Est-ce qu'il a un intérêt d'aller dans le cloud si globalement, ben, il a une une population ou un marché qui a été établi en termes de clients? Je pense pas que tous les jours il y ait des cabinets de notaires Ouais. qui s'ouvrent et que du coup il y a un combat féroce entre plein enfin de plein d'éditeurs logiciels pour les notaires. Donc finalement, si tu es sur un ensemble qui est relativement flat comme ça, qui va varier un petit Ouais. peu par-ci par-là, les notaires, une fois qu'ils ont un logiciel qui marche, ils vont pas en changer, ils ont autre chose à faire. Et donc là, du coup, est-ce que tu as besoin d'aller plus vite que ton concurrent, de te démarquer, etc., et de scaler rapidement en élasticité? Non. Ouais. Et là, du coup, on peut se poser la question. Voilà. J'ai un autre exemple comme ça a priori, sur les éditeurs logiciels qui gèrent les cimetières en France. Bah oui, un cimetière, ça gère. Il y a des lots, il y a de l'entrée, et de la Ouais. sortie. Enfin, bon, voilà. Mais globalement, il y a pas 10 000 éditeurs qui font ce type de solution. Et là encore, le marché, C'est de l'ultra il est niche. Ouais. largement figé. C'est-à-dire que t'as pas des cimetières qui ouvrent tous les jours. Et tes mairies, t'as pas des villes qui poussent comme ça. Donc une fois que tu as équipé, que tu as ton parc, tu vas te battre avec un ou deux concurrents, tu divises le marché, hein, et puis est-ce que tu as besoin d'aller plus vite, machin? Non, je pense pas. Donc là encore, c'est bien de se poser la question, qui on a enfin, c'est qui nos clients? Est-ce qu'on a un marché extensible? Et là encore, on parlait tout à l'heure de pouvoir aller sur d'autres pays, etc. Ça, c'est de l'extension de marché. Et donc le cloud a un intérêt là-dedans. Je veux dire, si on est franco-français sur un marché qui est fini parce que ça correspond, je dis n'importe quoi, effectivement, au cimetière géré en France, les jeux sont faits, quoi, voilà. Mm. Et Ok. ça a forcément de sens, du coup, derrière du cloud. Peut-être dire pour moi les deux promesses du cloud, après il y en a d'autres, mais les deux promesses de base, si on n'en a pas besoin, ça a rien d'aller dans le cloud, c'est le go-to-market ultra rapide Exactement. et la flexibilité. Exactement. Flexibilité, ça peut être je scale up mon infra, Mhm. ou ça peut être venez, on rajoute des trucs. Enfin, bref, quoi qu'il arrive, ces deux promesses-là, si elles sont pas tenues, enfin si elles sont pas tenues, si j'en ai pas besoin, moi je vais aller sur le cloud. Alors après, tu peux en avoir aussi là, comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir des arguments qui sont de dire, euh,
on veut avoir moins de capex, mais ça c'est de la finance pure et dure, hein, de la gestion comptable. Dire on veut moins de capex, on veut des opex. De la même façon que à titre personnel, je suis pas sûr que tu achètes encore beaucoup de DVD ou de CD parce que tu as un Netflix et un Spotify. Là encore, c'est de la communauté derrière tout ça. Donc il y a des entreprises, elles n'ont pas envie de payer des gens juste pour hacker des serveurs ou maintenir des machins ou gérer une salle, tu vois. La plus-value, elle n'est pas là, on est d'accord. Hein. Mm. L'informatique ne reste qu'un outil. Après, est-ce que tu as envie d'avoir tes propres outils que tu as construits toi-même ou de prendre les outils fournis par un autre? C'est toujours pareil, c'est un choix comme ça. Euh, Avoir, par exemple, à demeure, enfin, si on est une entreprise qui est régulée, enfin une entreprise ou une organisation type, je sais pas, qui a besoin d'un hébergement type HDS parce que c'est de la santé, combien va coûter pour une organisation d'être certifiée sur son data center en HDS? Cher. Cher et compliqué, etc. Et dans ces cas-là, c'est peut-être mieux de passer chez un hébergeur ou chez un fournisseur cloud qui l'est déjà. Ouais. Donc là encore, il faut savoir aussi mixer et se dire, est-ce que le jeu en veut la chandelle? Est-ce qu'on a envie de partir là-dedans? Une IT aujourd'hui, elle est vraiment au service, enfin, elle devrait être toujours au service de ses besoins métiers et de pouvoir y répondre rapidement. Après, c'est à elle son choix de dire est-ce qu'on le met à demeure, est-ce qu'on le met ailleurs, mais globalement, c'est si on répond. Et pourquoi il y a eu plein de shadow IT? C'est parce qu'en fait, il y a plein d'IT qui répondaient pas dans la vitesse demandée au business, et les gars du business, ils allaient se servir comme des grands. Et après, on a vu ce que ça donnait. Et rattraper après tout ça, ça devient compliqué, hein, mais c'est normal. Hein. Enfin, je veux dire, combien ont utilisé, mais ça c'est valable pour du IaaS et du PaaS, mais c'est valable pour du SaaS. Moi, je me souviens avoir vu des entreprises, même, je crois même chez Microsoft, il y avait des gens qui avaient qui utilisaient des produits SaaS de marketing qui n'étaient pas les officiels de la corp, parce que ça allait plus vite, c'était plus efficace. Et démultiplier dans toutes les organisations, ça devient juste enfin, un bordel sans nom, comme on dit, quoi. Voilà. Donc après, tu as un éditeur logiciel où tu vends un service bien nommé et tu as fait tes calculs et tu sais que, je dis n'importe quoi, c'est un vendeur de stockage, que sur ton infrastructure à demeure, tu sais que le coût avec l'électricité, tu as fait tous tes calculs et tu sais que le giga ou le péta, il te coûte tant et que du coup c'est moins cher que dans le cloud public. Ben ouais, dans ce cas-là, gère ta propre structure, quoi, c'est pas déconnant. Mais Ouais. en fait, je pense que passer un certain niveau d'échelle, ça devient, entre guillemets, acceptable de gérer ses propres infrastructures, d'avoir des gens dédiés à ça. Mais il Ouais. faut passer à cette échelle. Le truc, c'est que entre le rack qui est mis dans un placard, la petite salle informatique, ou les deux salles informatiques avec un cordon qui traverse le faux plafond et les DB les unes sur l'autre, pour se dire on a un PRA, et puis des gens qui ont des vrais data centers, comme des banques, bah, voilà. Et entre les deux, je pense qu'il y a de quoi faire et il y a Ouais. potentiellement de la marge. Quoi. Ok. Dernière petite question, parce que toi, j'allais dire une grossièreté, mais t'as le cul entre deux chaises, je sais pas comment dire. T'es français, mais tu travailles pour des hyperscalers, enfin, t'as travaillé pour un hyperscaler, Ouais. enfin, une gigantesque entreprise américaine. Tu traites avec donc Azure et AWS, Ouais. mais t'es français. Enfin, t'es français. Ouais. Comment tu vois l'avenir du cloud européen? Est-ce que tu penses qu'il y a des providers européens qui peuvent être hyperscalers? Toi qui sais commencer vraiment de l'intérieur, logiciellement parlant, etc., etc. Alors, sans hésiter, OVH Cloud, à mon avis, est probablement ce qui ressemble le plus à un hyperscaler européen, je pense. Ils n'ont pas la richesse en termes de services d'un magasin comme Azure, AWS ou GCP, mais néanmoins, entre guillemets, ils ont l'expérience quand même d'une certaine infrastructure à l'échelle. Ils restent encore petits et c'est pas péjoratif. Après, on regarde les chiffres d'affaires, hein, dernier trimestre, on avait un rapport de 100 entre le CA fait par Azure ou AWS et le CA d'OVH. C'est normal, on n'est pas sur les mêmes échelles, ils n'ont pas les mêmes moyens, etc. Par contre, à l'échelle européenne, effectivement, ils ont déjà une empreinte, ils sont en Angleterre, ils sont en France, je crois qu'ils vont ouvrir en Pologne également, non, ils sont déjà en Pologne. Mais ils ont déjà une empreinte, ils ont une histoire déjà, et puis ils ont déjà certains services, et donc pour moi, c'est probablement ce qui ressemble le plus à ce que devrait être un cloud européen. Alors, je connais un peu moins effectivement les autres d'autres pays. Alors, on a entendu parler récemment du cloud de Lidl, mais est-ce que c'est quelque chose qui est un peu biaisé par le fait qu'ils sont leurs propres clients? Ça rappelle l'histoire d'AWS et l'histoire d'AliCloud et d'Alibaba. Mais pourquoi pas? À la limite, on va voir ce que ça va donner après. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils ont plutôt des clients qui sont eux-mêmes et quelques clients germaniques. Mais après,
créer un cloud européen depuis rien, enfin, c'est compliqué. Entre guillemets, aujourd'hui, c'est compliqué parce que ça nécessite de tels investissements. Et puis à la fois, on veut tout faire et on fait rien. Enfin, faut à l'échelle européenne. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, la bataille, elle ne devrait plus être sur les parties bas niveau de est-ce que je fais des VM, du stockage, du machin. Ça, entre guillemets, la bataille, elle est perdue depuis longtemps à l'échelle, quoi. Par contre, effectivement, être les leaders européens en termes de SaaS sur des solutions, ouais, ça a un sens. Ouais. Pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de valeur à être dans des trucs, enfin, dans des services entre guillemets plus packagés, voire de l'IA spécifique, etc. Mais les trains sont partis il y a tellement longtemps. 2006 pour C'est AWS, dur. 2010 pour Azure, je crois 2014 pour GCP. Enfin, je veux dire, on est en train de parler aujourd'hui de géants type Carrefour, Auchan, Walmart. Et là, on a l'épicier du coin européen qui débarque et qui dit: je vais être plus gros que toi. Mais ouais, sauf qu'en fait, les trains, ils s'arrêtent pas, ils continuent d'accélérer parce qu'ils grossissent, ils ont de plus en plus Ça, c'est d'argent. exponentiel. Ouais. Et voilà, donc là-dessus, je pense que c'est difficile à combattre. Après, on peut tout à fait, entre guillemets, ce que je dis, ubériser certaines choses. On pourrait avoir plein d'acteurs européens qui font du cloud de type SaaS ou PaaS, en s'appuyant, ils le font certains, sur les infrastructures des hyperscalers. Et on peut tout à fait garder un contrôle. Je veux dire, si on prend, je vais prendre l'exemple que je connais, qui est aujourd'hui de Nutanix sur Azure ou AWS. Le client installe de zéro, from scratch, son système, et y compris, il gère son basiquement, du point de vue des hyperscalers, on a quoi? On a juste en fait un bar métal qui est utilisé, et ce qui se passe à l'intérieur, c'est déjà chiffré par le client qui gère ses propres clés. Donc quelque part, à la limite, les histoires de cloud-out, etc., on s'en fout un peu, parce que de toute façon, à partir du moment où c'est chiffré, voilà. Ouais. Chiffré dont les clés sont maîtrisées par le client et non pas par l'hyperscaler. Donc après, voilà, toutes les histoires, enfin tous les clouds souverains dits français, compliqué, on va dire compliqué, parce que l'histoire a montré avec Numergy et CloudWatt que les gens passent plus d'argent à acheter les canapés, les voitures de fonction que réellement à faire tourner le truc, quoi. Ouais. Donc tous les clouds qui vont arriver, que ce soit Bleu, que ce soit Sense, enfin tous vont rester des choses qui sont relativement petites. Ok. Voilà. Des acteurs C'est mon avis. C'est mon un peu avis. comme les fruits et légumes, quoi. Hein, Un peu comme les fruits et légumes, c'est du local, de bonne qualité. ça reste du local, ouais, mais voilà. Après, voilà, si tu me demandes à l'échelle européenne, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, OVH, sans hésiter, est à mon avis un bon player. Après, il n'y aura jamais tout le catalogue derrière d'un Microsoft, d'un Azure, d'un GCP, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens non plus, quoi. Ils n'ont pas les mêmes moyens, et je veux dire, Microsoft comme AWS, c'est des machines à cache aujourd'hui qui, avec certains services à valeur ajoutée, font un maximum de bénéfices qu'ils peuvent réinjecter en R&D, et puis après c'est une course en avant, quoi. Ouais. On voit avec la GenAI, tout le monde en parle, ça a généré du cash de malade. Ah oui. Voilà, quoi. Donc oui, au niveau européen, j'ai assez du mal à voir l'émergence rapide d'un très gros acteur. On a des gros acteurs, mais est-ce que très gros est l'équivalent de ce que font les Américains, voire les Chinois? Compliqué. Compliqué parce qu'aussi, bon là, on est en multi-pays aujourd'hui. Enfin, se mettre d'accord entre Européens, c'est toujours plus. Depuis la nuit des temps, c'est compliqué, quoi. Voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour ces réponses. Moi, il y avait un truc. Attends, je suis toujours sur le bon micro? Je suis toujours sur le bon micro. Ouais. Il y avait un truc, c'est parce qu'on voit l'Inde qui commence à... Mais on parle jamais de cloud indien. En tout cas, pas à ma connaissance. Alors, c'est intéressant de voir un de ces quatre. C'est vrai que je ne me suis jamais intéressé à des acteurs locaux indiens. Je sais que du côté des hyperscalers, au moins du côté d'AWS et du côté d'Azure, il y a eu pas mal d'investissements qui ont été faits avec plusieurs régions qui ont été déployées. Ouais. Je crois que, si je dis pas de bêtises, côté Azure, il doit y avoir 3 régions en Inde. Facile. Je crois que ça doit être deux côté AWS, si je dis pas de bêtises, peut-être 3, 2, je crois, ça me sûr. Effectivement, c'est des gros acteurs, enfin c'est des gros clients potentiels, mais je connais pas effectivement de gros acteurs connus là-dessus. Après, ils ont probablement des choses que je ne connais pas, hein, mais c'est vrai qu'on entend moins parler que les Chinois notamment, qui pour le coup sont à peu près en termes de population même un petit peu plus faible maintenant, je crois, les Chinois. Je crois que les Indiens sont passés devant C'est les pour ça Chinois. qu'ils rattrapent. Et c'est vrai qu'en Chine, on sait qu'il y a des gros acteurs, il y a Tencent, il y a AliCloud, il y a, je ne me rappelle plus le troisième, mais Huawei. voilà.
Oui, voilà. Enfin, il y a plusieurs gros acteurs chinois qui existent depuis longtemps. L'Inde, effectivement, on entend moins parler. Par contre, on peut dire que la présence indienne dans toute l'IT est bien présente. Ça, de ce côté-là, ils ont su, entre Ouais, c'est guillemets, pour ça. ils ont su développer leur réseau mondial. Parce que si on regarde aujourd'hui les grands CEO de la plupart des boîtes, eh ben, ils sont indiens. Hein. Regardez Google, Microsoft, Microsoft. Satya Nadella, Google. Sundar chez Google. Le patron de NetApp est indien également. Le patron de Nutanix, Teddy. c'est pas des Indiens ou je me suis. Il y avait pas. Si, il est d'origine indienne, effectivement, Ok. Rajiv. Euh, voilà, un petit peu partout. Donc, ils ont créé un réseau, entre guillemets. Alors là encore, hein, ça s'explique, c'est mathématique. Quand on a 1,5 milliard de personnes, on peut trouver des gens géniaux là-dedans. Hein. Et puis, ils ont un très bon système éducatif, entre guillemets. Donc, Ouais. c'est logique que ça ressorte. Et puis, souvent, ils s'exportent vers les US. Et puis après, voilà, ils ont leur réseau aussi aux US. Quoi. Donc, ça se retrouve effectivement dans la tech au sens global. Mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question de cloud spécifique indien. Je ne sais pas si ça existe, probablement. Et en fait, ça existe. C'est un marché qui est un peu compliqué. Je le connais un petit peu parce que dès qu'il y a un nouveau cloud provider indien, il vient me contacter pour savoir ce que je pense un petit peu de leurs produits et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec moi. Et en fait, il n'y a pas de pure player en soi, c'est-à-dire de fournisseur qui va dire je crée mon data center, je t'achète mon terrain, je mets mes machines, etc. Déjà, c'est généralement des cloud providers qui vont louer un étage d'une salle à Equinix ou autre. Ce qui est pas plus mal, hein. Même les plus gros cloud providers font la même chose, il n'y a pas de problème Sure. là-dessus. Et ensuite, souvent, ils sont relativement confidentiels. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas, à leur niveau, ils n'ont pas forcément besoin de faire beaucoup de marketing. Je m'explique. Tu loues une salle, tu mets tes PC dedans, tu prévois que ça te rapporte tant si elle est remplie à 80%. Au bout de 2 mois, elle est remplie à 80%. Bah, t'as plus besoin de faire de marketing, en fait, ton business y tourne. La Ouais. question, c'est on prévoit de faire la prochaine salle quand, où? Mais globalement, tous ces cloud providers-là, ils n'ont pas besoin de faire énormément de pub parce qu'ils arrivent à tourner avec ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, c'est une salle ou deux en Inde. Et après, souvent, quand ils viennent me voir, c'est parce qu'ils veulent aller sur d'autres marchés. Ils se posent la question de d'autres destinations, mais pas les mêmes destinations que nous, on se pose. Par exemple, nous, Mhm. quand on se pose la destination de l'Inde, ça va être Mumbai, Hyperabad. On va se poser la question de l'Allemagne, ça va être Francfort. On va se poser la question des États-Unis, on va penser à l'Ohio et Virginia pour l'Est et l'Ouest. Eux, ils vont se dire, ah, on va taper Miami, on va taper Los Angeles, on va taper Denver, tu vois, ils vont chercher des grosses Ouais. villes, mais qui sont pas les mégalopoles que nous, on pense directement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, à leur échelle, ils peuvent très bien faire leur business dans ces endroits-là. Ouais, puis ils se rapprochent enfin, ils utilisent les zones où il y a des espaces utilisables, entre guillemets, ça n'a pas de sens de se mettre. Aussi, Ouais. aussi, ouais, exactement. Et, Ça, et, après, et les cartes, bon, les États-Unis, l'Europe sont très bien couverts. L'Asie du Sud-Est commence à être pas mal couvert. Après, il y a les espaces qui sont encore vierges aujourd'hui, que sont l'Afrique au sens large, mm, euh, et l'Amérique du Sud, qui finalement, quand on regarde les hyperscalers en Amérique du Sud, il n'y a pas grand-chose encore aujourd'hui. Là Brésil. encore, c'est peut-être économie. Ouais, le Brésil et encore le Brésil, si on regarde côté Amazon ou Azure, c'est pas les plus grosses régions, quoi. Alors pourtant, c'est quand même Clairement. donc, bon, là-dessus on verra. Mais après, c'est compliqué. Enfin, ça devient, je pense, de plus en plus compliqué pour des clouds étrangers de venir se mettre dans des pays comme effectivement l'Europe notamment ou les États-Unis. Déjà, on a une certaine défiance vis-à-vis des hyperscalers américains, parce qu'américains. Alors autant dire que les Chinois, c'est plus compliqué. Mhm. Euh, et les Indiens, je pense que ça fera pareil, en fait, probablement. Ouais, c'est Il y a vrai. quelque chose derrière, quoi. C'est vrai. Et en plus, il y a toute une vague de complications qui sont arrivées en 15 ans. Par exemple, Amazon, quand ils ont débarqué dans le cloud, ils sont allés voir l'Irlande, on leur a fait des facilités. Aujourd'hui, l'Irlande, ils vont pas prendre le premier cloud singapourien, indien ou je sais pas quoi et lui dire viens, on va te faire des diminutions fiscales et on va te donner une place dans des décès. Ça va pas se passer comme ça. Il y a aussi le fait que la consommation électrique, bonjour, on veut consommer 5 terawatts. Bah non, en fait, on va pas te donner ces 5 terawatts, on va pas te mettre sur notre grid. Il y a tellement de choses qui sont L'Irlande, plus compliquées, quoi.
l'Irlande est très là-dessus est très agressive. Enfin, elle est très réfractaire maintenant à l'implémentation de nouveaux data centers parce que ça a un tel impact sur leur réseau énergétique que là, ça commence à se voir. Euh, je sais que la Hollande également, les Ouais. Pays-Bas, là-dessus, commencent à râler également parce que ça a un impact sur l'eau. Mm. Il y a des fortes consommations, notamment Microsoft, il y a 2 ans, je crois. Donc, il y a 3 ans, avait annoncé ses futures consommations et c'est avéré qu'en fait, ils avaient fait 10 fois plus que ce qu'ils avaient estimé. Mm. Alors après, ils ont expliqué ça par, je sais pas si c'est la vraie raison, hein, par le fait qu'ils s'étaient trompés sur leurs calculs, ils n'avaient pas inclus l'eau nécessaire pour la fabrication des nouveaux bâtiments, ce qui est possible. Le fait est que, je veux dire, un data center, ça a un impact sur les réseaux énergétiques et ça a un impact sur la consommation d'eau. Et donc, et aujourd'hui, c'est de plus en plus regardé, quoi. Je veux dire, on parle d'impact écologique. Donc, si aujourd'hui un data center il vient pas avec de l'énergie propre derrière, qui limite sa consommation d'eau, des nuisances également pour la population autour. Enfin, si vous avez vu les articles, Amazon avait annoncé qu'ils allaient faire un data center dans le sud de Paris. Je ne me rappelle plus où exactement, mais c'était pas très loin des Ulysses, si je dis pas de bêtises. Je veux dire tout de suite, là, les populations commencent à lever le panneau en disant ah, stop, on veut pas d'un data center à côté de nous. On peut le comprendre. Je veux dire, imagine, t'as ta maison ou t'es dans un environnement un peu rural, puis on te dit tiens, on va te mettre un gros data center là-bas, là, qui va faire plein de bruit. C'est beau. Donc, Ouais. enfin, tout le monde veut bien consommer du cloud, y compris sur les applications mobiles, mais personne ne veut l'avoir à côté de chez soi, quoi. Mm. Donc, aux États-Unis, ils règlent un peu le problème, et ils ont tellement d'espace qu'ils mettent ça dans un trou perdu où le terrain coûte pas cher. Aujourd'hui, si des fournisseurs veulent faire des choses autour de Paris, c'est plus compliqué, hein. Donc, et pareil, Microsoft a annoncé qu'ils allaient faire un data center dans l'Est pour spécialiser sur la partie AI. Je me rappelle plus le nom de la ville, mais c'est en gros entre Metz et Strasbourg, pour faire simple. Il y a des gens qui sont très contents, puis il y en a d'autres qui le sont un peu moins, parce que bon, dans le paysage, t'as pas forcément envie d'avoir un data center, donc C'est comme les champs malheureusement, ça va éoliens, continuer les à se trucs comme faire, ça. hein. Et Quoi, donc non bon, hein? C'est comme quoi, Non, je Jérôme? disais, c'est comme les champs éoliens. Ouais. C'est de la pollution Oui, visuelle, ou oui, aussi sonore. on veut bien l'énergie propre, mais bon, franchement, enfin, si vous prenez l'autoroute pour aller dans le sud de Paris, là, la 71, c'est pas joli joli de voir des éoliennes partout, quoi. Donc, Ouais. c'est toujours un petit peu le voilà. Donc, je comprends que les pays aujourd'hui, comme l'Irlande ou les Pays-Bas, qui historiquement a accepté avec des bonnes taxes pas chères les data centers, maintenant commencent à dire, pff, on va se calmer, C'est un peu on va beaucoup. se calmer, quoi. Et ça explique aussi que du coup, les hyperscalers commencent à avoir des plans pour aller s'implanter dans les différents pays avec des data centers plus petits aussi, parce que ça, voilà. Ça. Ça- Les edge zones ou local zones, ou le nom exactement. moderne qu'on a envie de leur donner. Ouais. C'est tout à fait ça. Et même hors de l'Europe, on peut voir ça avec, par exemple, Singapour. Singapour, c'est en Asie du Sud-Est, c'est l'endroit où si tu un cloud provider, il faut que tu aies une région, c'est obligatoire. Bah, ils ont dit on arrête les nouveaux data centers à Singapour. Et du coup, il y a l'Indonésie juste à côté avec Bali qui a dit nous, on est à peine à Ouais. 30 km. On va ouvrir quelques décès Et la et voilà. Malaisie également a ouvert ses portes là-dessus, hein. Singapour, en plus, ce qu'il faut rajouter, c'est que le terrain est tellement cher à Singapour. Ouais. Moi, alors je connais pas les data centers AWS à Singapour, mais ceux d'Azure sont typiquement dans une tour. Enfin, c'est plusieurs tours, hein. Mais on est obligé de les faire en tour parce que ça coûte tellement cher que c'est voilà. Donc ça se ressent aussi sur le prix des ressources, quoi. Mm. Donc c'est pareil, on veut du local hein, et du souverain, mais bah du coup c'est au prix du local. Voilà. Oui, très vrai. Jérôme ne dira pas le contraire avec le prix du cloud au Brésil, Oui. qui est méga cher, alors que le Brésil, c'est pas Monaco, quoi. C'est une question de taxes, une question de plein de Alors choses. chez Azure, je sais qu'il y avait notamment ce qui coûtait cher, c'est le réseau. Le réseau coûtait très cher au Brésil. Après le reste, je sais pas, mais je sais que ça fait partie. Tout va faire, en fait. Mais vraiment tout. On a un salaire minimum de 200 €, mais il faut en gagner 10 000. C'est à peu près ça, le Brésil. Donc, voilà. Mon bon Jérôme, est-ce que tu as d'autres questions? Non, ça ira. C'est bon. C'est bon? Non, merci. Ah, J'en ai garde, d'autres, mais on va regarder pour plus tard. garde tes secrets, y a pas de souci. Euh, Stanislas, dis-moi, de ce que j'ai compris des solutions Nutanix, Ouais. euh, vous gérez quand même l'infra de vos clients de A à Y.
Alors on ne gère pas pour nos clients. On n'est pas on n'opère Ouais, pas, ouais. on n'opère pas de service, hein. Donc on vend on loue du software. On est sur de la Tout à fait. subscription. Le software est capable de le faire. Exactement, oui. Donc on fournit plein de briques de software pour faire effectivement du software defined storage network. On sait faire de la virtualisation, on sait faire du Kubernetes à l'échelle en multi-cloud. On sait faire de la gestion de coûts, on sait faire de la base de données, mais c'est nos clients qui le font. Ouais. Après, qui l'opèrent. Donc après, on a également des réseaux de partenaires, comme tous les éditeurs, hein, bien entendu. Et donc on a des partenaires qui, eux, savent opérer pour s'il y a besoin de faire du run. Mais c'est pas très différent de tout logiciel, entre guillemets. Donc non, non. Alors, on a quelques services qui sont en mode SaaS, parce qu'en fait, on les fait tourner dans nos infrastructures, donc on les maintient en conditions opérationnelles. Donc, je sais pas, on a un service de sécurité centrale, par exemple, on a notre outil de cost governance, la plateforme, c'est une plateforme SaaS, mais globalement, on va dire que la très grosse majorité, la très très grosse majorité de nos produits, entre guillemets, s'installent et sont gérés par nos clients ou par les partenaires les partenaires de nos clients. Ok. Euh, donc, j'installe la solution Nutanix sur mon infra hybride Azure on-prem. Mhm. Et vous avez un outil FinOps, j'imagine. Oui, on a un outil en fait de cost governance qui s'appelle, enfin qui fait partie de NCM, Nutanix Cloud Management, hein. Et donc on a un outil de cost governance qui sait en fait alors, se connecter aux API d'Azure, d'AWS et de GCP, Ok. et qui sait également faire la partie FinOps et gestion des coûts on-prem. Donc là encore, tu vas me dire, mais on-prem, on fait comment pour avoir, est-ce qu'il y a des API? En fait, on rentre dans l'outil toutes les règles de calcul. Donc là encore, si le client a les bonnes informations sur le coût de l'électricité, les taxes, les jours hommes, etc. Il met tout ça, en fait, toutes les règles tous les éléments d'information. Et du coup, à ce moment-là, on se retrouve avec entre guillemets, un outil de gestion multi-cloud relativement classique, hein, sur le marché. On est franchement pas les seuls. Mais pour le coup, on sait très bien, effectivement, évaluer le coût des solutions Nutanix qui tournent dans les data centers à demeure. Et donc après, effectivement, si on a mis les bonnes valeurs, on peut comparer effectivement ces coûts, on va dire à l'AVM pour faire simple, mais au sens large, entre du on-prem, Azure, AWS et GCP. Après, pour les parties GCP, AWS et Azure, rien d'extraordinaire, hein, c'est les API de billing sur lesquels on se connecte. Donc sur Azure, ça va être on va se connecter sur les API de l'accord entreprise. Chez AWS, ça va être le billing account. Voilà. Rien. Exactement. D'accord. C'est exactement ce que je voulais savoir, en fait, le fait que vous puissiez gérer et vous puissiez suggérer des usages à vos clients. Euh, dans quel niveau de FinOps on se situe? Est-ce qu'on est sur euh, cette VM-là et coûte trop cher, tu devrais prendre une autre? Ou est-ce qu'on est sur du monitoring, là, ça sert à rien, enfin, cette VM ne sert à rien, tu devrais la downgrade ou la supprimer? Est-ce qu'on On est est, sur du lancement d'action aussi grâce à ces états FinOps? Je t'écoute, vas-y. alors là-dessus, alors on a forcément le niveau d'information, parce que c'est le niveau 1, donc de faire des jolis dashboards avec des jolis graphiques comme tous les gens veulent, hein, dans le FinOps, c'est le plus important, parce qu'à mon avis, l'homme est avant tout un être visuel, hein, donc il lui faut effectivement quelque chose de lisible. Ouais. Ensuite, on peut avoir des actions qui sont proposées de la même façon qu'un Azure Advisor ou qu'un AWS Advisor, donc qui est capable de voir effectivement qu'une VM elle est en pay-as-you-go et qu'elle serait probablement mieux en reserve instance ou en compute saving. Mm. Donc ça, l'outil c'est le proposer pour les entre guillemets les hyperscalers, hein, tout simplement. Euh, En disant bah ouais là elle tourne depuis trop longtemps, tu te payes au prix fort, tu peux avoir un prix réduit. J'ai envie de dire rien d'extraordinaire par rapport à ce que peuvent proposer nativement les fournisseurs de cloud. J'ai envie de dire de toute façon que les fournisseurs de cloud ont toujours le meilleur outil pour leur plateforme, parce que c'est leur intérêt de, de bien faire D'accord, c'est comprendre satisfait. l'architecture et l'optimiser. Après là encore on est sur un outil qui est multiplateforme, donc on prend un tronc commun, on sait faire les trucs les plus classiques effectivement de vérifier les règles de plateforme ou de resizing, ça on sait le faire sur les hyperscalers. Et à demeure, on sait également faire des propositions et on sait automatiser. Alors on sait automatiser des tâches. Ça après, il y a un peu de travail à faire. C'est pas tout dans la boîte juste en un clic, mais globalement, on a une solution dans notre portfolio de solutions qui s'appelle X-Ray, qui permet de faire
en gros du low-code et d'automatiser un ensemble de tâches. Donc, on va dire l'équivalent on a des playbooks, donc c'est l'équivalent Ansible. des Logic Apps, des Azure ou Mm. des Power Apps, voilà, côté Ok. Office 365, et on donne effectivement les éléments Mm. déclencheurs. Ça peut être un événement, ça peut être une alerte, et à partir de là, on déclenche une action qui peut aller effectivement de dire j'arrête la VM, je change le gabarit, je la redémarre. J'ai envie de dire, il n'y a rien de très différenciant par rapport entre guillemets à la plupart des solutions multi-cloud. Logiquement, c'est pour moi le petit entrée un peu minimum quand même de proposer au moins les optimisations financières d'achat, et puis éventuellement après des opérations de changement de taille sur les VM. Ça, c'est, je veux dire, c'est assez classique. La différenciation, elle se fait plus pour moi sur la partie on-prem, qui est vraiment du Nutanix. Là, du Mm. coup, si on a mis les bonnes mesures, là, pour le coup, on peut avoir des choses assez intéressantes. Ok. Donc, mais tout ça, c'est inclus directement ou, enfin, ce Il y a, module il y a- il y a rien. FinOps? Enfin, rien n'est inclus, entre guillemets. On vend un ensemble de produits qui ont différentes SKU, différents niveaux de package. Ok. Donc, les parties hyperconvergence sont gérées par une SKU particulière qui s'appelle NCI, Nutanix Cloud Infrastructure. Donc, c'est ces licences qu'on va retrouver quels que soient les endroits. Pour la partie management, on a un package, une SKU qui s'appelle NCM, Nutanix Cloud Management, qui là va intégrer pas mal d'outils. Donc, il y a les outils d'automatisation. Il y a de l'IOPS également qui va effectivement regarder, faire des projections de capacité planning, parce que dans le data center, on en a besoin de ça, encore Mm. plus que dans le cloud. Et puis le cost management fait partie effectivement de ce bloc NCM. Voilà. Ok. Là, après, on choisit en fonction de son niveau de maturité, de ses besoins, et puis bah, plus on va aller dans les licences chères, bah, plus en adoption, hein, comme partout, hein, c'est pas très différent. Mais, voilà. Globalement, la plupart de nos produits se déclinent, la plupart du temps, nos produits se déclinent en starter, pro et ultimate. Voilà. Et le meilleur, je le dis, hein, c'est l'ultimate, parce que c'est le plus cher, mais c'est celui qui a le plus de fonctions. Voilà. Ok. J'ai une petite question à propos d'Azure. Bon. Euh, Pourquoi c'est si compliqué de créer une VM? Je m'explique. Bon, pour créer une VM chez Azure, c'est deux têtes, comme ça, si je me rappelle bien. Il faut d'abord que je crée un account, ou un... Ouais, je crois que c'est un account, un conteneur sur lequel je dois mettre toutes mes ressources. Un ressource group. Voilà, le ressource group, exactement. J'ai créé mon ressource Mhm. group. Ensuite, une VM, avant d'être du calcul, c'est d'abord un disque dur sur lequel est installé un OS. Donc, il faut que je crée un storage account. Non, Dans ça ce- c'est plus nécessaire depuis 2014 ou 2015 à peu près. Ça, Donc en c'est fait, l'ancienne manière de faire. Vas-y, je t'écoute, je t'écoute. ouais, en fait, une VM dans Azure, il y a deux objets particuliers. Il y a l'objet compute qui va correspondre à la RAM et au CPU, hein, Hmm. et on a carte réseau accessible. Et puis après, le disque dur va s'attacher, et généralement aujourd'hui, enfin depuis 2015 à peu près, ça s'appelle un manage disk. Mhm. Donc un manage Ouais. disk dans Azure, alors ça reste un blob storage dans un compte de stockage Azure, mais parce qu'il y a le mot manage, en fait, tu t'en occupes pas. Donc en gros, tu définis le D'accord. compte disque dur, et voilà. Mais techniquement, à la fin, ça reste un compte de stockage, mais que tu ne vois pas parce qu'il est managé par Microsoft. Donc D'accord. nous, on crée une VM dans Azure. On a un assistant je travaille plus chez Microsoft, mais il y a un assistant côté Azure qui doit avoir 6-7 étapes parce qu'il y a beaucoup d'options aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup d'options. C'est vrai que là, tout à l'heure, j'étais sur le portail EC2. Je trouve qu'il y a un peu moins d'options, entre guillemets, tout est dans une même page. Après, on peut les éditer, les faire apparaître. Mais côté Azure, il y a vraiment plein d'options parce que là encore, euh, le but pour un hyperscaler, c'est au-delà de vendre la VM, c'est de vendre les services additionnels autour. Donc de Ok. vendre, par exemple, côté Azure, un Azure Defender ou un Microsoft Defender for Cloud, pardon, c'est le nouveau nom, de vendre le monitoring, le backup, le disaster recovery. Voilà, c'est de la vente attachée en fait. Hein, je veux dire, c'est Ouais, relativement ouais, ouais. classique. C'est vrai que sur AWS, dans ce que j'ai vu de ma courte expérience de quelques mois sur le sujet, il y a un peu moins d'options dans la création même d'une instance. Et inversement, il y a des choses qui sont plus simples côté Azure. Quand tu crées une VM côté Azure, tu vas lui définir son mot de passe si c'est une machine Windows. Alors que côté AWS, tu vas te retrouver en fait avec, tu dois mettre une paire de clés SSH, Et patati. pouvoir sortir le mot de passe. Enfin, ben, je pense qu'il n'y a pas il y a pas le bon le bon et le mauvais dans ce truc-là. Il y a des bons côtés dans un sens et des mauvais côtés et des bons côtés dans l'autre. Et puis inversement, il y a des mauvais côtés chez l'un et chez l'autre. Si on compare juste à AWS et Azure, je
trouve particulièrement le réseau compliqué dans AWS avec cette segmentation des subnets par AZ. Pareil Azure, je trouve ça archaïque. Je trouve que le regroupement des ressources aussi est super pas clair sur AWS, dans le sens où il n'y a pas de mécanisme hiérarchique de type ressources group, qui sont une sorte de folder dans lequel on met ses ressources. Ouais. C'est fait différemment. C'est juste la culture, je pense, n'a pas été faite pareil. Et après, il se passe qu'il y a un tel nombre de clients aujourd'hui qu'en fait, ils peuvent pas remettre ça en cause complètement. Donc, après, bah voilà, les deux sont un peu différents dans l'approche. Il faut faire avec, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que, mais c'est vrai que par exemple, le portail AWS, en fait, on le filtre par région. Ce qui Ça, pour moi, c'est horrible. est une hérésie en fait, hein, mais parce qu'on peut faire une application qui est dispatchée sur plusieurs régions dans le monde, et on a envie de voir dans son écran toutes les ressources liées à cette application. Et ça, par exemple, on peut le faire côté AWS dans le portail, en tout cas graphique. On sait le faire côté Azure. Donc voilà, il y a du plus, il y a du moins dans les deux côtés. Le portail AWS est plus dense, il paraît peut-être plus technique que celui d'Azure qui est plus aéré. Alors qu'en fait, pourtant, il y a voilà. Mais c'est deux philosophies très différentes. Même si, in fine, à la fin, les services sont quand même relativement semblables. Hein. Mais c'est vrai que le réseau, la gestion des instances, des VM, est un peu particulière. La première fois, la première fois, je commence à jouer avec des instances EC2 Windows, je sais le mot de passe, où est-ce que je le définis. Pareil, dans Azure, quand on crée une VM, on lui dit, bah, cette VM, je la crée dans telle région et telle zone de disponibilité. Dans AWS, non, c'est différent. On s'est mis dans le portail dans la région qui va bien. On dit qu'on crée une instance, et pour associer l'instance à une zone de disponibilité, il faut aller dans les éditions avancées du réseau pour dire je veux sur le subnet qui est associé à la Z. Ouais. Donc, je pense, tu vois, c'est pour ça que le côté compliqué, je suis pas sûr que ce soit compliqué. Je pense que c'est une question, on a tous un biais par l'habitude où on a passé plus de temps chez l'un que c'est l'autre. Et, mais c'est vrai que philosophiquement, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. C'est une question d'atome crochu. Ouais, ou d'habitude, tout simplement. Hein, c'est la force de l'habitude. Tu vois, et moi, je jongle avec une troisième plateforme qui est par exemple Nutanix, où là encore, crée une V, mais ça a des règles différentes et les réseaux sont un peu différents aussi, tu vois. Donc c'est bon, après voilà, il y a un peu de gymnastique d'esprit, mais on finit par s'y retrouver. Hein. Mais c'est vrai que tiens, prends la ligne de commande AWS. De base, en fait, ta config va te donner dans quelle région tu es. Donc c'est à toi de switcher ta config si tu veux basculer sur une autre région. Dans Azure, c'est un commutateur, c'est quand tu déploies, tu mets -L ou moins location, et puis tu mets ta région. Et t'as pas à rechanger des paramètres. Donc après, bon, ceux qui ont des années d'expérience sur AWS vont dire, bah t'es con, Stan, c'est pas comme ça que ça marche, c'est logique, etc. Parce Je pense que qu'en tu fait, réfléchis à l'envers. exactement, réfléchir à l'envers. Mais c'est pour ça que tu vois, ça faisait partie du challenge pour moi, en changeant de job, de sortir du confort où on connaît bien un truc pour en voir un autre et de s'apercevoir que l'autre est pareil, mais same but different, tu vois. C'est un petit peu des petites subtilités. Mais c'est rigolo, par contre, c'est très rigolo. Oui, il y a quelque chose que les gens ne perçoivent pas tout de suite et que même moi j'ai du mal à percevoir, c'est justement, comme tu disais, la philosophie qu'on applique à un cloud provider. Euh, Quand on s'intéresse au cloud, on se dit au début, bon, c'est tous des commodités, bon, c'est tous des produits, etc. Mais si on se met dans le cadre, dans le contexte, dans l'environnement d'une grosse boîte qui a des gros objectifs, avec des grandes équipes qui manient beaucoup de services, on ressort tout de suite une philosophie de chacun des cloud providers. Et ma question là-dessus, ce serait pour toi, c'est quoi la philosophie d'Azure? C'est compliqué comme question. Ce qui lui permet le motto, ou plus que ça, qui lui permet d'être en adéquation business avec les clients qu'ils ont actuellement ou les clients qu'ils recherchent. Ouais, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est d'arriver en fait à, et ça, ils ont bien réussi avec la partie IA, c'est de proposer à un moment très rapidement à des clients ce que les clients entendent. C'est-à-dire, je veux dire, dès que ChatGPT est sorti, ça a été la révolution. Ouais, allez, on peut faire tout ça. Et très rapidement, en fait, mais c'est une question plus d'alignement de stratégie. C'est de dire comment tout d'un coup, en fait, on voit qu'il y a un truc qui est en train de grossir et on le prend juste avant qu'il devienne trop gros et qu'on ne le maîtrise pas. Beaucoup là, et ils l'ont même plus anticipé, hein, parce ils ont depuis quelques années, hein, je crois que c'est 2017 ou 2019 chez OpenAI, mais d'être arrivé très rapidement, par exemple avec la partie Azure OpenAI,
et de le proposer aux clients, d'être les premiers de verrouiller le truc, c'était juste le truc à faire. Et après, d'infuser. Mais là encore, c'est très lié à la direction et la stratégie globale qui est de dire on fonce à fond vers l'AI. Et je peux dire que tous ceux que je connais chez Microsoft m'ont dit, mais en fait, on en bouffe tous les jours de l'AI, alors qu'en fait, c'est pas ce qui nous rapporte le plus tout de suite. Mais néanmoins, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'ils font que ça. Et du coup, mécaniquement, quand on pense AI, on pense plutôt à Microsoft qu'à AWS ou à GCP. Même si GCP, alors Google revient avec Gemini, etc. Mais AWS, du coup, tu presque mis un peu de côté là-dessus. Ce qui était d'ailleurs assez troublant, c'était la dernière conférence française, donc le Reinvent version AWS en France. Toute la plénière ne parlait que d'AI, alors que c'était pas forcément là qu'on les attendait, entre guillemets. Enfin, c'est pas là où ils sont le plus connus, entre guillemets. Ouais. Pourtant, effectivement, ils ont des services là-dessus, ils ont annoncé des partenariats avec plein d'autres. Donc je pense que la force d'Azure, c'est d'arriver à un moment, quand il y a un sujet donné, de mettre l'emphase sur ce sujet avec les services sur ce sujet. Donc, avec la partie AI et également la partie data, ils ont par exemple posé Fabric, hein, qui est un service de data SaaS, entre guillemets, qui englobe du data lake et plein de choses. Et effectivement, on sait qu'avec l'AI, il faut de la data. Donc pour l'instant, ils ont bien réussi à pousser ça, entre guillemets. Donc je pense que ouais, ce qui fait que le succès, entre guillemets, aujourd'hui de Microsoft, c'est aussi de pousser à un instant donné les bons services, hein, ou les bonnes communications par rapport à ça. Voilà. Même si derrière c'est que du bruit, en entendant le bruit il a été fait et les gens entendent le bruit. Voilà. Donc Je pense et je trique sur ce que tu es en train de me dire. Et c'est vrai que Microsoft Love Linux, là maintenant l'IA, on a eu aussi la blockchain. Bon, c'est quelque chose qui a été très passager pour moi, mais Microsoft s'était mis dedans aussi. C'est comme tu disais au début sur le fait de chez Microsoft, il y a des vagues et des réorganisations, etc. Et surtout qui viennent d'en haut. ouais. Bah ouais, on voit que Microsoft veut répondre aux attentes du Ouais. marché au global. Mais Et ça, c'est le intéressant. Linux, ça a été une opération qui était juste pragmatique en fait. C'est-à-dire que Mm. Microsoft avait la majorité de ses clients qui s'étaient tournés des VM étaient sous Windows, Mm. alors qu'AWS était sous Linux. AWS était plus gros. Ils ont fait OK, là-bas on va aller là-bas et de manière pragmatique. Mais oui, aujourd'hui les Linux ont dépassé les Windows côté Azure. Et inversement, ce qui s'est passé, c'est qu'AWS est allé chasser sur les terres Microsoft en essayant de récupérer un max de Windows. Ils ont engagé des gens de chez Microsoft, qui étaient spécialistes des environnements Microsoft, pour faire du Windows et du SQL Server sur AWS. Hein. Enfin, là encore, on vient chercher du marché. Là où on a déjà une bonne proportion sur, je sais pas, du Linux, on va chercher, l'autre marché, c'est Windows. Ouais, ouais, ouais. Et regarde, prenons le cas de Nutanix, on a une bonne empreinte sur le data center aujourd'hui. On cherche à aller, en fait, aujourd'hui, notre expansion, elle est effectivement d'un côté dans le data center en reprenant des clients à Broadcom, et du côté cloud parce que c'est aujourd'hui là où vont les entreprises. Donc on les suit également, on les accompagne. C'est là encore un marché en expansion, c'est là où il faut être. Tout à fait. Et c'est exactement ça. Ça fait un petit peu plus d'une heure et demie qu'on discute. Du coup, j'imagine que tu as du travail et qu'on va devoir te laisser au bout d'un moment. Bon, je vais me remettre au travail. Ainsi, je demande à toi, Jérôme, est-ce que tu as une dernière question à poser? Il y a une différence entre Bill Gates, Steve Ballmer et Nadella? Ouais, ça n'a rien à voir. La boîte n'a strictement rien à voir dans les trois périodes. Bill Gates, gars brillant, pas très bon face à des commerciaux en grande assemblée, face à des techs extrêmement brillants, capables de prendre n'importe quelle question et d'avoir une réponse derrière. Et il a insufflé quelques bonnes directions, notamment toute la partie reprise de la sécurité à l'époque, quand ça a été un drame avec Blaster et sa sœur, où je me souviens d'un email envoyé à tout le monde en disant mais non, stop, on arrête les développements, tout le monde part en formation sécurité, et tant qu'on n'a pas réglé ça, on continue pas. Donc moi j'ai dû l'avoir en DG, je crois que c'est 3 ans ou 4 ans. Très voilà, c'était la référence, c'est le fondateur, voilà, Bill Gates. Pragmatique. Mais voilà, des messages qui étaient assez clairs. Après, bon, c'était une époque qui était différente d'aujourd'hui où Microsoft était hégémonique sur la partie Windows et voilà. Balmer, un gars qui était très commercial, très pushy, mais
qui était peut-être un peu trop gentil à des moments et qui a fait des erreurs. Il y a eu des erreurs stratégiques, hein, et des trucs qui ont foiré lamentablement, hein. Enfin, pensons au Windows Phone et des choses comme ça. Bon, le rachat de Nokia a pas été, et puis il y a d'autres boîtes qui ont été rachetées où ça a pas donné des trucs super. Mais bon, et par contre, le gars avait une énergie. C'était un gars qui vraiment était impressionnant quand il était sur scène face à Il y a du des charisme. audiences. Ouais, alors après, on aime ou on n'aime pas, et puis ça restait un commercial. Donc, il n'avait pas vraiment une vision technique. Il était certes accompagné de Bill Gates en Chief Software Architect, et puis après par Ray Ozzie. Mais voilà, après, à la fin, tout le monde a dit, ah, Satya, il a sauvé Microsoft, etc. Oui, c'est vrai, effectivement, il a changé la vision de Microsoft, mais c'est pas Satya qui a amené Azure tout seul. Ballmer avait déjà lancé ça, et on oublie que derrière Satya, et sur la vision Azure, il y avait un gars qui s'appelait Ray Ozzie, qui avait créé une société qui s'appelait Groove, et qui à l'origine avait créé Lotus Notes. Voilà. Et Groove, en fait, on l'utilise tous les jours parce que derrière le premier moteur de Groove, enfin, derrière Groove, il y avait le moteur de OneDrive, enfin, derrière OneDrive, il y avait le moteur de Groove, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, toutes les synchros, l'historique vient de là. Donc Ray Ozzie, un mec absolument brillant, qui nous a fait les premières sessions sur le cloud chez Microsoft, et on ne comprenait strictement rien à ce qu'il disait. C'est quoi son machin, son cloud, ça veut rien dire, etc. Bon, la vraie vie, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière. Et Satya, Satya, il a changé la boîte parce que il a amené, il avait appelé ça grosse mindset, mais là, pour le coup, pas mal de gens ont dû se remettre en cause. Alors, il y en a chez qui ça s'est bien passé. J'estime que moi, ça s'est bien passé parce que j'étais assez ouvert à d'autres trucs comme l'open source, ou enfin voilà, et le cloud, mais ça n'a pas été facile pour certains parce qu'effectivement, il a remis en cause des modèles voilà, on passe d'un modèle où on vend des licences à un modèle où on vend du service, et donc qui est consommé, ce qui est un peu différent derrière. Donc, pas mal de révolutions dans la culture et le fonctionnement, et même les gens, j'ai envie de dire, chez Satya. Après, est-ce qu'il a, hein? Il a une bonne image. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, en fait, si tu regardes les ressources de revenus de Microsoft aujourd'hui, elles ont été très bien dispatchées. Il doit y avoir, alors je connais plus les chiffres, mais ça doit être quelque chose comme 28% côté Azure, 27 côté Office 365, il y a LinkedIn également, parce que c'est Microsoft, hein, LinkedIn, faut pas l'oublier, qui doit représenter 17%. Il y a la Oh, partie c'est jeu, il vrai. y a la partie PC. Ouais, globalement, il a amené une stratégie, il a dispatché les risques de la société. Avant, c'était très lié à Office et à Windows. Donc, en gros, voilà, il y avait un risque s'il y en a un qui avait un problème. Et Satya, en gros, il a déculpabilisé pas mal de choses en disant, bah non, on vend des services cloud, on les vend à tout le monde, Mac, Android, machin, etc. Il a amené Azure en disant, il y a du Windows, on est ouvert à tout, parce que finalement, Azure, c'est quoi? C'est vendre de la ressource. Donc, on ne va pas se poser la question de quel est le type de ressource. Et puis, effectivement, il a encore agrandi certains marchés sur lesquels on n'était pas. Le rachat de LinkedIn est assez brillant, parce que finalement, aujourd'hui, des réseaux d'entreprise, sociaux d'entreprise, il n'y en a pas des tonnes, hein. Donc, du coup, ben, bon, alors on est là où on doit être, hein. Donc, on va tous sur LinkedIn parce que Viadeo, je crois que ça n'existe plus. Mais, heureusement, donc, non, entre guillemets, il s'entourait d'une bonne équipe. Alors, il y a des gens que j'aime moins bien dans l'équipe, mais ça, c'est des destinées personnelles, hein. Euh, des gens d'Oracle, notamment, qu'il a repris, Judson, qui est peut-être très bon dans ce qu'il fait, mais son approche, par exemple, du monde des partenaires, je suis pas très fan. Voilà, ça c'est très personnel. Mais globalement, il a bien su s'entourer aussi, et la machine marche bien, quoi. Voilà. Après, quand on a des sociétés comme enfin, ces sociétés-là, Apple, Nvidia, etc., qui ont une telle capitalisation, il ne peut plus y avoir d'échec à ce niveau-là. Je veux dire, il y a tellement d'actionnaires derrière qui surveillent l'évolution de l'action, qu'il y a un peu plus de gens qui réfléchissent à la stratégie, et après, il faut juste avoir une bonne personne qui fait la bonne émulsion de ces gens-là, quoi. Voilà. Donc ouais, trois vies différentes, on va dire, et trois approches. Et pour le coup, Satya a fait vraiment du bien quand même à Microsoft, hein, parce qu'il a apporté finalement ce changement de culture, cette ouverture et cette diversification dans les différents sujets. De cette question très intéressante, Jérôme, et merci à toi, Stanislas, pour la réponse. En mot de la fin, j'aimerais que ce soit toi qui le donne, Stanislas. Si tu as un mot à laisser à nos audio téléspectateurs pour leur dire venez voir mon blog, ou venez voir ma chaîne, ou venez acheter du Nutanix, ou peu importe, c'est toi qui décides. Oui, il faut acheter plein de Nutanix dans le cloud, parce que ça m'arrange pour mes objectifs. Non, plus sérieusement, je pense que
il faut déjà, ce sera pas devenir roi. Enfin, j'ai une chaîne effectivement sur YouTube où je fais des vidéos. Alors maintenant un peu plus sur Nutanix dans le cloud, mais j'ai des vidéos sur Azure, sur AWS, j'en ai quelques-unes sur GCP également, sur Kubernetes et sur le FinOps. J'aimais bien ce sujet-là. Ça fait partie. Moi, j'ai toujours dit que en fait, moi, je suis pas un développeur qui partage du code GitHub, très peu en tout cas, mais je partage entre guillemets ma connaissance. Donc ça, c'est mon côté communautaire. J'apprécie d'aller trouver de l'information chez d'autres, donc ma contrepartie, c'est d'en donner derrière aussi. Voilà. Donc c'est important, c'est pour ça d'ailleurs que on passe du temps ensemble. Non, la seule chose que je dirais, c'est qu'il faut rester, toujours ouvert d'esprit, que ce soit au niveau des solutions, au niveau de l'endroit où on va déployer de l'informatique. Il n'y a pas une vérité. Et faut savoir effectivement à des moments se dire ok, et si je bouge, qu'est-ce que ça va avoir comme impact, et qu'est-ce que ça va remettre en cause dans mon travail. Je pense que la valeur des gens, elle n'est pas dans l'endroit où est la plateforme, elle est dans ce qu'ils apportent à leurs utilisateurs et la manière dont ils les aident en fait, automatiquement. Ce sera mon petit mot de la fin. Eh bien, merci Stanislas. Quant à toi, audio téléspectateur, savais-tu que cette vidéo, ce podcast est sponsorisé? Eh oui, sponsorisé par moi-même, par Cloud Mercato. Ouais, je sais, ça vole pas très haut. Mais tout ça pour dire que avec Jérôme, on y met tout notre cœur. Et bah, si tu veux nous soutenir, c'est pas compliqué. Il y a le petit pouce bleu sur YouTube, la note sur Spotify, sur Apple Store aussi. Je crois que tu peux mettre 5 étoiles, ou 4 si tu trouves pas ça parfait, mais 5 ça me ferait plaisir. Et hormis ça, bah, il me reste à te souhaiter une superbe journée, soirée ou matinée, ça dépend quand c'est ce que tu écoutes. Bonne journée à toi Jérôme, bonne journée à toi Stanislas. Bonne journée, au revoir.